Eh bien, bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle émission de Star Trek pour les nuls. Salut Guillaume, comment vas-tu? Salut Rémi, ça va très bien et toi? Ça va très bien. Et toi? Mais ça va très bien et toi? Ah, ok, c'est bon. Salut Margot, comment vas-tu? Ça va très bien. Par contre, toi, ta voix est un peu, Elle peu partie en déraille. sucette. Ouais. Est-ce que tu vas bien, toi, Rémi? Ben, je sais pas, ça fait plusieurs émissions là. En début de semaine, on a enregistré un truc pour Galaxy Pop. Galaxy Pop. Et j'ai crié dans le micro, c'était un métal, un humanoïde hurlant. Ah, je sais plus comment elle s'appelle cette émission. Humanoïde hurlant. Et à l'ouverture, j'ai fait mon petit cri habituel, sauf que je l'ai poussé un peu trop fort. Et donc la voix déraille depuis le début de la semaine. Mais c'est pas grave, car je bois Oli. Et oui, cette émission de Star Trek pour les nuls est sponsorisée par Oli. Oli Energy, c'est de l'eau. C'est vrai? Putain, j'ai vraiment cru vraiment que t'allais faire de la sponsor. NordVPN est un... Voilà. Non. Vous pouvez nous écouter depuis la Chine, grâce à NordVPN. Alors, je ne sais plus où j'en étais. Bon, on se retrouve pour une émission beaucoup plus classique que la dernière fois, notre dernière émission qu'on a enregistrée juste Guillaume et moi, qui était cool. Hein. T'as écouté Margot? Pas encore. Mais tu l'as sorti déjà? Bon. Vas-y là. Techniquement, elle ne sort que en dans plus. Il faut jouer le jeu Margot parce que les auditeurs ils auront déjà eu l'émission depuis 2 semaines quand celle-là sortira, donc il faut jouer le jeu. Oui, mais... Oh my God. Non, c'était J'ai vraiment eu un plaisante. bug de cerveau en mode attends, mais vous l'avez fait hier soir, comment je peux l'avoir déjà écouté, c'est pas possible. Et voilà qu'elle brise le mythe, voilà. Les gens maintenant ils savent qu'on a enregistré 2 émissions 2 soirs de suite. Et ben voilà, bravo, super. Ça leur fait une belle jambe. Oh, waouh. C'est ma transition pour on va les parler. on va parler aujourd'hui de lol. Eh bien voilà, c'est bien, la transition est toute trouvée. Parce que ce soir, on va parler d'un sujet, d'un épisode assez concret de Star Trek, un épisode de Star Trek Deep Space Nine. J'ai pas ouvert mon bloc-notes, du coup, je ne retrouve pas les notes. Comment s'appelle cet épisode, s'il vous plaît? In the Pale Moonlight. It's only a paper moon. C'est toujours pas celle-là. Non, c'est It's only a paper moon, pardon. Voilà, It's only a paper moon. Guillaume. Tu m'as contaminé là. Saison 7. Épisode 10. Saison Ouais, 6. merde, elle est plus vite que moi. Je le pensais pas aussi tardif, honnêtement, quand j'ai vu sur Paramount+, j'étais en mode attends, c'est si tard que ça cet épisode en fait, bah ouais. Alors, révélation incroyable et absolue, là, Margot, tu as Paramount+. Non. Ah, vraiment non, Ah, d'accord. pas exactement. C'est moi, en fait, c'est moi qui est Amazon, qui est Prime Video, qui lui fait profiter de mon compte, et c'est moi qui est la MGM notamment, et Paramount+, du coup, elle l'a aussi par extension. Ok, c'est bien Paramount+. On peut faire un petit point Paramount+. Au moment où on enregistre, ça fait un peu plus d'un mois que Paramount+ a été lancé. Beaucoup plus. Comment ça, c'était pas 1er avril? Ah non, c'était décembre de 2022. Wow. Alors ça fait 6 mois que Star Trek que Paramount+ a été lancé. Ouais. Et peut-être que c'est l'heure d'un mini bilan, Guillaume et Margot, du coup, vu que vous utilisez le compte. Alors vraiment, je crois même pas qu'on passe par la plateforme Paramount+, on se contente juste d'aller sur Amazon Prime Video et à chercher du Star Trek et on est dessus quoi. Et voilà. Donc on ne consomme pas le contenu de Paramount+, on se contente d'aller sur Amazon Prime et. Alors moi j'ai consommé le contenu Halo. Donc j'ai regardé Halo qui se laisse regarder une petite fois sans plus, c'est sympa mais c'est pas non plus, ça casse pas trop pattes à un canard quoi. Encore une histoire de pattes, on reste dans la thématique. On a fini Discovery saison 4 en s'aidant de Paramount Plus justement. Comme Picard est une série Prime Video, on n'a pas eu besoin d'aller grappiller jusqu'à Paramount Plus pour regarder Picard. Mm-hmm. Voilà, la plateforme Prime Video n'est pas nécessairement la plus intuitive de toutes. Pour accéder au contenu annexe, donc la chaîne MGM, la chaîne Paramount, etc. Donc bon, c'est pas voilà. Et puis le seul truc qui nous a fait bizarre, c'est vrai que on a failli aller sur Netflix tout à l'heure pour regarder les séries Star Trek avant de se rendre compte que non, elles y sont plus, elles ont été toutes déplacées sur Paramount Plus et il faut aller là-dessus. Donc c'est pas du tout un réflexe puisque le contenu. Ah non, pas du tout. Hein.
Ah bon, ils sont encore sur Netflix? Ah ben, j'ai regardé l'épisode hier midi. Il y a, oui. D'accord, ok, bon, on aurait pu aller sur Netflix alors. Bon. Voilà Là, le pour le bilan coup, que. il n'y a pas plus facile pour se balader Ah et non, retrouver des séries. mais voilà ton bilan de Paramount Plus en fait, quasiment invisible pour le moment et pas du tout essentiel. Enfin, à part Star Trek, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de contenu. Paramount a beaucoup distribué en fait, parce que si tu regardes bien par exemple, les premiers films du Marvel Cinematic Universe sont estampillés Paramount, au moins jusqu'à Avengers 1, sauf que ils sont tous sur Disney+, donc tu vas pas passer par Paramount pour aller voir du Marvel, sachant que tu sais que ça appartient à Disney, tu vois. Voilà. Ouais. Donc c'est vrai que qu'est-ce que propose le catalogue Paramount? Je crois qu'il propose les James Bond, je crois, je sais plus. Je sais même Les plus. Missions Impossibles, les Indiana Jones. Notre émission impossible, faut que tu me les fasses. Non, les Indiana Jones, c'est sur Disney+. C'est la 20, Indiana Jones. Ok. Ok. Bon, ok, d'accord. Ben, merci pour ces infos à tous les deux. Ben voilà. Donc ce soir, on va parler de It's Only a Paper Moon, épisode de Deep Space Nine qui a particulièrement marqué les esprits, pardon. Lors d'une précédente émission, je ne sais plus laquelle, on avait parlé, on s'était dit on va choisir faire du picking comme ça, prendre quelques épisodes par-ci par-là qui nous plaisent ou qui nous marquent particulièrement ou dont on a simplement envie de parler. Et c'est chose faite ce soir, Margot. Je crois que c'est toi qui avais décidé, qui avait proposé cet épisode. Oui, tout à fait, c'était moi. Ok. Ouais. Parce qu'il il m'avait effectivement beaucoup marqué quand je l'avais vu la première fois. Ok. Ouais. Et eh bien, je t'invite, s'il te plaît, en quelques mots, à résumer cet épisode. Oui, Guillaume. J'aurais dû Ah non, non, mais vraiment en tu, quelques tu, mots. tu fais pas ce que tu fais normalement au début de chaque émission. C'est quoi ce que je fais d'habitude Je sais pas, tu l'as pas oublié hier. Des questions. Oh. Des questions. Des questions des auditeurs et des auditrices. Des questions, Rémi. Questions d'auditeurs et d'auditrices. Alors attends, il faut que j'aille sur l'autre drive. Parce que j'ai deux drives. Et Après, si tu veux pas le faire, tu le fais pas. Mais tu m'as dit que tu Question voulais de le faire. Doc. Merci beaucoup, Guillaume. Question de Doc ce soir qui nous dit, tiens, ça tombe bien. Question du soir. Pourquoi les vestes de capitaine dans Picard saison 3 ne sont pas rouges? J'ai pas vu la saison 3, je ne sais pas. C'est pas vrai. Elles sont rouges pourtant. Je sais pas. Je pense à Shaw, il a le rouge. Ouais. Shaw, il a du rouge et même Riker qui est au grade de capitaine a une veste donc sa veste d'exploration, on va dire, est en cuir rouge. Il y a du rouge au-dessus. On voit dans le dernier épisode, c'est Picard qui n'a pas de couleur sur lui puisqu'il est amiral. Donc il doit être considéré comme étant au-dessus. Il a une veste noire en fait intégrale. Ok. Mais si les capitaines ont toujours du rouge sur eux. Il y a toujours les trois couleurs. C'est très discret, surtout pour le rouge et pour le bleu. Si tu vois Diana et Crusher sur la fin de la série avec les mêmes vestes d'exploration que Riker, donc en cuir. La teinte rouge et bleu sont tellement foncées que tu le discernes assez mal, et c'est surtout sur les vestes de Geordi d'attaque que tu vas les discerner parce que c'est du jaune, le jaune ressort forcément mieux en fait. Mais si, il y a toujours du rouge. Ok, d'accord. Bon, merci pour cette question, Doc. N'hésitez pas à nous envoyer des questions dans les zones commentaires de là où vous êtes en train de nous écouter ou à nous rejoindre sur le Discord pour le faire en direct. Venez, on s'amuse bien, on rigole. Sauf quand je suis obligé de regarder Star Trek Picard. Je suis désolé pour toi. Je suis vraiment désolé pour toi. Ouais. Donc ce soir, Margot, est-ce que tu veux bien en quelques mots nous donner ne serait-ce que le synopsis et un très court résumé de cet épisode It's Only a Paper Moon? Très bien, très bien. Alors du coup, pour donner un peu de contexte, cet épisode se passe quelques épisodes après... J'ai oublié le nom de cet épisode, c'est terrible. Un épisode où toutes les... Le siège de AR-554 ou un truc comme ça. Ou 58. 58, ouais, voilà. Un truc comme ça, voilà. Ouais. Voilà, il y a grosso modo une base est attaquée et toute l'équipe de Deep Space Nine est là pour défendre la base, simplement parce qu'ils sont en pleine guerre contre le Dominion. Et durant la bataille, on a Nog, le neveu de Quark, qui est blessé au combat à la jambe. Et en fait, voilà, c'est l'épisode dont on va parler là est la succession directe, la conséquence directe de cet épisode. C'est-à-dire que Nog revient
sur la station de Deep Space Nine après 2 mois de soins intensifs et de semi-rééducation, on va dire. Et du coup, il y a un climat un peu tendu qui s'installe parce que Nog subit un très gros PTSD. Il souffre à cause de sa jambe, enfin voilà quoi. Et Ezri en tant que Ezri, pardon. Oui, Ezri Dax. en tant que Ezri Dax exactement en tant que conseillère, enfin psychologue sur la base, essaye de l'aider, mais ne sait pas comment l'aider parce que Nog, lui, tout ce dont il a envie, c'est qu'on lui foute la paix et voilà. Et un soir où il se dispute avec Jake lui dit tu m'emmerdes, t'as qu'à aller dans le holosuit et tout ça, parce que Nog écoute en boucle une chanson et Jake ça le fait chier, donc il lui dit voilà, t'as qu'à aller dans le holosuit et écouter ta chanson en boucle si t'en as envie. Et c'est exactement ce que Nog fait, et en fait il croise Vic Fontaine, donc le personnage holographique, un crooner quoi. Il y croise donc Vic Fontaine qui lui propose de rester. Et en fait, Nog va passer l'épisode pratiquement dans le holosuit et va petit à petit entamer sa thérapie pour essayer d'aller mieux. Et ça se passe plus ou moins bien, on va dire. Voilà, pour résumer. Est-ce que j'étais bien ? Est-ce que c'était suffisant ? Mais oui, tu es merveilleuse comme d'hab. Tout va très bien. Tout va très bien. Merci beaucoup pour ce résumé. Écoutez, je vais directement rentrer dans le vif du sujet. Je vais pas vous mentir. Moi, c'est pas. Enfin, je trouve que pour un Star Trek, c'est un épisode qui aurait peut-être pu être mieux. Et c'est un épisode qui ne me parle pas tant que ça. Voilà. Que ce soit dans la forme ou dans le fond, je trouve que tout aurait pu être mieux. Et donc, je pense que je vais vous laisser un peu plus la parole à tous les deux. Parce que j'avais commencé à prendre des notes comme d'hab, de scène par scène. Et en fait, j'ai arrêté très rapidement parce que je me suis rendu compte que voilà, ça m'a pas plus parlé que ça. J'étais pas pris dans le truc. Donc Guillaume, par quoi tu veux commencer? Vic Fontaine. Moi, je supporte pas les crooners. Déjà, de base, ça m'énerve. Donc Vic Fontaine, c'est un personnage qui ne me plaît pas, que je n'aime pas. Alors certes, il évolue, il a même carrément de l'importance dans l'épisode final et tout, mais moi je ne supporte pas cette culture américaine. Et les crooners, vous savez quoi, je fais partie de ces personnes qui pensent qu'ils ont servi à l'appauvrissement culturel américain depuis la fin de la Deuxième Guerre. Et les crooners ont posé de gros sérieux problèmes, je pense, à la culture américaine. Voilà, c'est dit, blanc. Quelle violence. Ouais. Comment je suis censé continuer là-dessus? Je sais pas, au contraire, moi j'aime beaucoup le personnage de Vic Fontaine qui pour moi est peut-être un crooner, mais je le vois pas spécialement comme ça, mais c'est plutôt un crooner mesuré, c'est pas non plus un énorme, c'est pas un connard, c'est pas un énorme beauf, c'est pas, tu vois ce que je veux dire? Il a un bon fond c'est une très bonne personne, c'est pas le problème. Et on va pas se mentir, à la limite, il fait un petit peu, il est le second conseiller de la station en fait. Ni plus ni moins. Là où Ezri, la première, lui, c'est le second conseiller de la station. En fait, il est un peu à Deep Space Nine ce que Guinan était à Next Generation. En fait. C'est-à-dire qu'il y a officiellement le conseiller du vaisseau, et puis tu as officieusement, voilà. Voilà, moi c'est un personnage que j'aime beaucoup. Si j'avais un endroit, tu vois, c'est vraiment, c'est con, mais si j'avais un endroit comme ça où aller pour me détendre le soir, si j'avais, je sais pas, un bar comme ça près de chez moi le soir, honnêtement, je dirais que c'est pour taper la causette comme ça, que c'est une ambiance très chill et tout. Franchement, j'hésiterais pas du tout. Et alors après, j'aime bien les chansons de Vic et tout aussi, donc donc voilà, en plus de ça, j'aime aussi beaucoup la voix française qu'ils lui ont donnée, qui participe aussi. Je pense qu'en français, je connais sa voix en anglais puisque je l'entends chanter, mais je trouve qu'en français, il arrive à avoir la voix qu'il faut pour le personnage. Ils ont trouvé le comédien de doublage qu'il faut pour le personnage, pour lui donner ce côté chaleureux et convivial que Vic il sait avoir en fait. Donc je sais pas, moi j'aime énormément ça. Et
Et c'est idiot, mais l'épisode où il a des emmerdes plein partout dans le holodeck par rapport à la suite du scénario, ça reste un de mes épisodes préférés avec Guy Fontaine. Donc voilà, je n'ai pas la même vision de la culture américaine que toi parce que j'y connais peut-être pas grand-chose. Donc peut-être que tu as raison, peut-être que tu as tort, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui concerne vraiment le personnage de Vic, personnellement, c'est un de mes persos préférés de DS9, quoi. Je suis très content qu'il soit arrivé. Je suis déçu qu'il soit pas arrivé plus tôt. Ah, moi, j'adore. J'adore ce personnage. Voilà, c'est le type qui te met à l'aise, tu vois. Mine de rien, il te met à l'aise et tout, et il t'aide, voilà, comme Margot le souligne très bien, comme Guinan, tu vois. Il va te dire un truc, il va juste te dire un truc, tu vas pas le trouver fondamentalement pertinent, sûrement, parce que il va pas te dire un truc, tu vois, c'est bête, mais on va commencer par là. Dans l'épisode, du coup, Nog revient sur la station, il a envie de rien faire, il a envie de rester reclus, rester dans son coin, il se renferme énormément sur lui-même et tout. Et à partir du moment où Vic il est mis au courant de tout ça, il va pas frontalement aller voir Nog comme Ezri va voir Nog et va essayer d'avoir des séances de psychothérapie avec lui, tu vois. Vic il est plus malin que ça. Il va donner à Nog ce dont il a besoin, en fait, même si Nog ne le sait pas et même si Nog ne le voit pas. Et j'aime beaucoup ce genre de personnages qui savent supposer mieux que toi ce dont tu as besoin. Guinan le faisait aussi très bien sur l'Enterprise. Elle te donnait des répliques que sur le moment tu disais je comprends pas totalement le sens, pourquoi est-ce qu'elle dit ça comme ça au personnage, pourquoi est-ce qu'elle le dit pas directement, et en fait tu vois que c'est un double sens, tu vois que ça, ou un sens caché, et que ça parle précisément au personnage avec qui elle est en face. Et là c'est pareil, Vic, donc dans l'épisode il commence par montrer un livre de contes à Nog en disant c'est le foutoir là-dedans et tout ça. Au départ il lui demande rien, la première fois il lui demande rien, mais tu sens que il fait pas ça pour rien. Nox c'est un Ferengi, il a été élevé dans la comptabilité, il a été élevé dans le chiffre, dans le capitalisme, dans tout ça. Il sait de quoi il parle. Et tu sens que Vic commence à dispatcher certains éléments pour ensuite faire que Nog va s'intéresser à quelque chose et faire que Nog va en oublier tout le reste. Tu vois, et que ça va l'aider à avancer et à aller mieux. Parce qu'il va être dans l'action, il va se concentrer sur quelque chose. Et je suis sûr que si ça avait été par exemple Jake à sa place, tu vois, il lui aurait peut-être montré un article de journal en disant putain la réputation qu'on me donne, c'est pas cool et tout, machin, pour que Jake commence à se dire je pourrais peut-être faire quelque chose pour lui, tu vois. Voilà. Ouais. Mais sans lui demander frontalement. Et j'aime énormément ce genre de mentalité, ce genre de personnage. Et de toute façon, clairement, je préfère Vic à. J'adore Guinan, mais je préfère Vic à Guinan. Voilà, donc déjà, j'aime beaucoup le personnage de Vic qui est un second psychologue, mais plutôt sur le terrain, on va dire, qui a quand même ses défauts, parce qu'il a été conçu justement pour avoir des défauts, pour ne pas être un programme parfait. Donc il a quand même des défauts, parce qu'à un moment donné, il y a un petit peu ce côté appât du gain et ce côté j'ai envie de continuer à vivre, et si Nox s'en va, je vais recommencer à être dans mon état stationnaire de programme. C'est intéressant comme questionnement. Voilà, mais il sait faire la part des choses quand on lui fait remarquer. Il sait faire la part des choses et dire non, c'est pas moi qui dois primer, c'est lui. C'est pour lui que je suis activé, c'est lui qui a voulu que je sois activé, c'est lui qui a besoin de moi en fait. Et je dois faire ce pourquoi je suis créé, je dois faire ce qui me caractérise en fait, ce qui fait de moi ce que je suis. Tu vois. Et mine de rien, le personnage de Vic Fontaine à la fin de l'épisode est récompensé pour ce qu'il fait. Puisqu'il obtient la récompense que son programme va tourner à vie, en fait, va tourner 24 heures sur 24, ne sera plus jamais interrompu, théoriquement, et que cet endroit va devenir vraiment plus ou moins un vrai endroit, même si c'est des simulacres par hologramme et tout, ça va devenir un vrai endroit que n'importe qui sur Deep Space Nine pourra aller visiter n'importe quand. Voilà. Comme quoi, vraiment, dans Star Trek, ils font n'importe quoi avec les hologrammes. Oui, totalement. Et si on créait de la vie? Non, faites pas ça. C'est tout le temps. C'est pire avec le docteur dans Voyageur, je suis désolé. Ouais. Mais après, avec le docteur, tu vois, ils avaient trouvé une excuse en disant il est nécessaire, quoi. Au démarrage de la série, si t'as pas le docteur, l'équipage, il est foutu. Alors oui, mais vers la fin, avec toutes ces copies qui militent pour leur droit à l'indépendance et tout, ils sont allés un peu loin, je trouve, tu vois. Non, mais c'est marrant. Ah bon, bref, désolé, je change le sujet, bien que pas tant que ça, parce qu'en effet, ça fait partie des propos, enfin des thèmes à aborder dans cet épisode. Margot, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te marque dans cet épisode? Alors, je vais être honnête, la première fois que j'ai vu l'épisode, j'ai chialé ma race, honnêtement.
Enfin, c'est un épisode qui m'a vraiment marqué par rapport à ça. Il y a vraiment ce moment vers la fin où le moment où juste Nog libère complètement ses pensées en fait et où il avoue pourquoi il est comme ça, pourquoi il a pas envie de quitter le holosuite en fait, tout simplement. Sa peur face au monde extérieur après ce qu'il a vécu, son PTSD, tout ça. Et à l'époque, c'était un truc qui m'avait vachement parlé parce que le fait d'avoir peur de ce qui se passe autour et tout, c'est un truc que je ressens aussi de temps à autre. Enfin, moins maintenant, mais c'est un peu on va dire, la base de mon anxiété. Donc voilà. Mais je pense qu'à l'époque, j'avais pas entièrement saisi pourquoi l'épisode m'avait autant touché. Mais maintenant que je le revois, aujourd'hui, je me rends compte en fait. Parce qu'il y a donc ce thème effectivement autour de la peur, tout ça. Mais il y a aussi comment dire, ça tourne beaucoup aussi autour du rapport entre la réalité et la fiction et l'impact que la fiction peut avoir sur la réalité et inversement. Et je trouve que c'est vraiment super intéressant la manière dont c'est abordé en fait. C'est presque discret en fait et vraiment si tu clignes des yeux tu peux ne pas le remarquer en fait parce que c'est pas, ils en parlent pas, ils se concentrent beaucoup plus sur le personnage de Nog du coup et de comment il vit son nouveau handicap, tout ça. Mais pour moi, il y a clairement un sous-message en fait concernant la fiction, quoi. Voilà. Donc et maintenant, c'est parce que je me rends compte de ça aujourd'hui que je trouve que l'épisode est encore meilleur que la première fois que je l'ai vu. Voilà. Il y a carrément des moments où il y a de la fiction dans la fiction, c'est-à-dire que il y a des moments où Nog, alors qu'il est dans le holodeck, il est assis sur un canapé, il regarde des films, des westerns, des vieux westerns des années 50. Et ça, c'est un des gros points positifs que je trouve pardon, désolé, je viens de tousser dans le micro, c'est pas gentil, que je trouve à cet épisode, c'est tous ces moments, parce que ça arrive à plusieurs reprises, très très souvent. Alors bon, au démarrage de l'épisode, on voit souvent Nog seul dans des scènes qui durent quelques secondes, donc qui sont assez longues. Il ne bouge pas. On nous signifie sa dépression. Mais assez régulièrement, à partir du moment où il rentre dans le holodeck, dans la holosuite, pardon, on le voit plusieurs fois regarder la télé et réagir en fonction de la télé. Et en fait, ça veut à peu près dire la même chose, c'est-à-dire que il est toujours en état dépressif, mais ça va mieux et on nous le signifie comme ça. Et ce sont des moments de pause dans la narration, c'est-à-dire que ces films, parfois il réagit. La première fois où il le regarde, il dit un truc à Vi qui lui dit oui mais attends, je comprends pas, il a pris une balle dans la main tout à l'heure et il remonte à cheval comme ça. Ou je sais plus quoi, il va bien. Il dit oui, mais tu sais, c'est un film, faut pas trop se fier à ça, ou je sais plus quoi. Et ça n'apporte pas vraiment de choses concrètement à l'histoire, mais par contre c'est présent et ça marque un temps de pause dans l'histoire. Et moi, ça, ce sont des petits instants que j'ai beaucoup aimés. Et d'ailleurs, un peu plus tard dans l'épisode, quand ça va mieux et qu'il reprend un peu les choses en main, c'est Vic qui regarde la télé et lui qui fait des choses derrière, qui bouge. Et donc, il y a toujours ce moment d'ancrage, ces petits temps de pause un peu parsemés partout dans l'épisode. Et ça, pour le coup, c'était un véritable point positif que j'ai trouvé. Technique. Je suis assez d'accord. Après, je trouve pas que la réplique dont tu parles n'est pas d'importance, tu vois. Au contraire, je trouve, je sais pas, sur le coup, elle m'a marqué. J'ai cru qu'ils allaient aller un peu plus loin avec, qu'ils allaient faire un truc avec, mais quand il dit effectivement, il s'est pris une balle et il a pas mal, il rien, on dirait que, il repense à ce que lui, il a vécu. Du coup, lui aussi, il s'est pris un tir et tout, et lui, il s'en est, limite pas relevé, quoi. Et voilà, et je trouve, il comprend pas justement que ouais, voilà. Il n'arrive pas à comprendre le concept même de fiction, je pense. Voilà, c'est ça. En fait, il y a de. Ouais. Voilà, il y a de ça et. Il est en mode, quand on connaît la réalité, en fait, tu vois tout à fait que c'est pas la même chose, mais malgré tout, il apprécie quand même le film pour ce qu'il est, et en fait, il a même l'air d'aimer l'idée de ça, en fait, l'idée que c'est un film, donc tu peux faire un peu ce que tu veux, et par exemple, dans les films, la douleur que toi, t'as pu ressentir et tout, elle n'existe pas forcément. Ou dans un holodeck. Oui, voilà, ou dans un holodeck, exactement. Et encore une fois, on s'attache à ce thème qui est relatif à la fiction, en fait. Le fait que la fiction, pour Nog, dans cet épisode, c'est totalement un échappatoire, en fait. Et c'est montré autant comme une bonne chose que comme une mauvaise chose.
parce que comment dire, Ezri a clairement l'air, enfin tout le monde au début de l'épisode est très réticent à l'idée que Nog puisse aller dans le holosuit et en pensant que ça va pas l'aider, tout ça, qu'il y a rien qui va changer en fait, il va juste baigner dans sa dépression. Et au final, non, au final ça l'aide réellement. Et je trouve qu'on parle pas assez en fait du pouvoir que peut avoir la fiction. Enfin moi personnellement, je suis déjà convaincue que par exemple on peut éduquer quelqu'un grâce à la fiction. Star Trek en est la preuve. Je veux dire, perso, en tant qu'adulte, j'ai été beaucoup influencée par Star Trek en fait, même si j'ai découvert ça très tardivement. Mais pour moi, la fiction a un pouvoir, que ce soit éducatif, que ce soit thérapeutique. Je veux dire, toute mon adolescence perso, beaucoup de moments où ça n'allait pas et tout, la fiction était là pour m'aider en fait. Et même si après, comme on le voit dans l'épisode, ça peut avoir des conséquences négatives du style, au bout d'un moment, tu as du mal à en ressortir et tu as tendance à te réfugier là-dedans, comme si, dans ta zone de confort, comme si c'était une bulle de protection, et tu as de plus en plus de mal à affronter le monde réel et ses dangers, parce que tu te dis, c'est ce que Nog dit à la fin, il dit, j'ai peur. Dans le sud, je me sens en sécurité parce que je sais que rien peut m'arriver. La douleur n'existe pas là-dedans, tout comme il l'a vu dans le film. Et alors que le monde extérieur, c'est effrayant, il y a des risques, tu peux mourir n'importe quand, surtout qu'en plus ils sont en plein dans la guerre. Donc en fait, l'épisode est vraiment bien ancré dans la saison, bien ancré dans le moment où ils l'ont mis. Ils ont vraiment bien choisi le moment pour le mettre parce que c'est en plein milieu de la guerre, quoi. Alors que dans Star Trek, les guerres sont relativement rares. Et du coup, je trouve que c'est vraiment un coup de maître d'avoir mis cet épisode-là. Mais voilà, en fait, du coup, voilà, il y a ce côté, la fiction peut servir de thérapie, en fait, et c'est ce qui arrive avec Nog. Et enfin, voilà, je sais pas trop quoi ajouter de plus. Non, mais c'est très bien. Ok. Voilà. Mais moi, ça fait partie des trucs que je reproche à cet épisode. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas trop traité. C'est un peu sous-jacent. C'est pas vraiment traité frontalement. Et ça c'est moi ce qui m'ennuie. Mais ouais, tu as marqué ton point quand même. Non, mais t'inquiète, Guillaume. Non, c'est qu'en fait, moi j'ai connu l'inverse, si tu veux. Ah. Margot, du coup, elle dit justement, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle dit. Moi, j'ai connu un proche qui justement en était arrivé à un tel point de se réfugier dans la fiction et que ça a totalement un petit peu changé sa personnalité, si tu veux. Et je trouve que justement l'épisode me dérange pas tel qu'il est en fait. Le traitement qu'il offre par rapport au fait de se réfugier dans la fiction, pour moi justement, il est très juste. Parce que mine de rien, Nog passe plusieurs jours enfermé dans l'holodeck et même il ne veut plus en sortir, mais il finit par en sortir. C'est-à-dire que on va pas dans un extrême, mais on va pas dans l'autre non plus. Tu vois, on va pas dans l'extrême où la fiction lui sert énormément, parce qu'au bout d'un moment, il finit par en ressortir en apprenant une leçon. Et on va pas dans un extrême où il sombre totalement dans la fiction. Il s'arrête avant, en fait, il s'arrête au bon moment, si tu veux. Et j'apprécie l'épisode pour cette justesse. Parce qu'effectivement, quand tu as un proche qui commence à te dire qu'il faut que tu l'appelles autrement, et je parle de titre, je parle absolument pas de question de genre, donc c'est pas lié au pronom quoi, mais quand il te dit je suis tel truc, il te donne un titre de roi en fait, hein, désolé, et tu te dis mais non en fait c'est peut-être ce que tu as écrit, mais ce que tu as écrit c'est pas le vrai monde, et qui te sort c'est le vrai monde pour moi, c'est mon monde à moi, et oui mais c'est bien, c'est pas mon monde à moi en fait, je m'en cogne, et là tu te dis qu'il a un petit peu trop basculé si tu veux, et que derrière effectivement il est pas nécessairement prêt, il a pendant des années il a pas été prêt à affronter la vie, en fait, le fait d'aller se trouver un appartement, un boulot, le fait de payer certaines choses, le fait de se rendre compte de ses responsabilités en tant que personne qui vit dans un monde, enfin dans une communauté, tu vois, par exemple. Donc voilà, je suis d'accord avec ce que Margot dit, et je pense que l'épisode a traité ça avec justesse. Ok. J'aurais pas spécifiquement parce que j'aurais un petit peu relate si tu veux. Donc si j'étais un petit peu allé plus loin dans le côté il tombe dans la fiction, ça ne m'aurait pas plu, parce que moi-même ça m'aurait rappelé des souvenirs qui me bottent pas plus que ça.
Non, et puis on avait déjà eu plusieurs super épisodes avec Cornichon. Barclay, voilà, merci. Que ça a déjà été traité dans Star Trek. Par contre, le traumatisme post-guerre n'avait pas été trop. Je suppose que ça avait été fait une ou deux fois, mais j'ai pas de souvenir concret. Avec O'Brien, justement. Ah oui, avec O'Brien et même avec Picard d'ailleurs dans TNG après quand il revient sur Terre après les Borg d'ailleurs. Oui. En fait, la différence. Alors, tu marques un très très bon point en rappelant le fait qu'il y a les épisodes aussi avec Barclay, mais je me rends compte en fait maintenant en y pensant que je trouve. En fait, les deux épisodes traitent pas de la même chose. Avec Non, Barclay, pas du tout. Avec Barclay, on traite la fiction à travers le prisme de l'anxiété en fait, c'est-à-dire que il trouve sa confiance en lui et son courage à travers la fiction. Alors que Nog, lui, il se réfugie dans la fiction pour échapper à la douleur et à la peur, en fait, tout simplement. Donc c'est vrai que c'est pas du tout traité de la même manière, en vrai. Mais oui, c'est vrai que c'était intéressant d'en parler. J'avoue que... Ouais, bon après, voilà, c'était pas la thématique ben non, mais c'est juste pas la thématique centrale de l'épisode, puisqu'effectivement, on se concentre sur le syndrome post-traumatique en fait par rapport à la guerre. Et justement, apparemment, à l'époque, si je me souviens bien, si je dis pas de bêtises, à l'époque, ils avaient reçu beaucoup de commentaires, de lettres de plusieurs personnes, notamment qui avaient fait la guerre, de plusieurs soldats qui avaient été rapatriés au pays, qui justement remerciaient les producteurs et remerciaient Aaron Eisenberg pour cet épisode, pour cette prestation, parce que ça les avait aidés justement un petit peu. Okay. Il me semble qu'il y avait eu une histoire comme ça. Enfin ça, il y en a plein dans Star Trek. Aaron Eisenberg dans cet épisode qui a, pour le coup, a pris un coup de vieux. C'est assez incroyable. Et d'ailleurs, il conclut l'épisode. Vic lui dit comment ça va. Il dit je sais plus ce qu'il répond, machin. Il dit je me sens vieux quoi. Et c'est vrai que ça a été très bien marqué. Et ça, d'ailleurs, petit détail, mais bon. Après, il se passe quand même concrètement dans la vie réelle en termes de production. Il s'est passé 6 ans entre la saison 1 et la saison 6, quoi. Mais mon épouse est passée derrière moi pendant que je regardais l'épisode. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que c'est? C'est un épisode où ils sont dans le futur ou c'est vraiment le présent? Et je dis quoi? Elle me dit, parce que c'était la scène où ils étaient tous les deux avec la nana de Jake au bar en train de discuter là quand Nog agresse Jake, et je lui dis mais je comprends pas ce que tu veux dire, et elle me dit d'habitude ils sont beaucoup plus jeunes là, et j'étais ah oui c'est vrai qu'ils ont vraiment vieilli quoi, on les voit grandir concrètement d'une saison sur l'autre, ces deux personnages, et ça c'est assez savoureux. D'ailleurs Cisco père, pas Jake, a un rôle. Il apparaît 2 fois, je crois, 2-3 fois dans l'épisode, mais il est super cool, super charismatique. Après, il est très peu présent, c'est vrai, dans cet épisode, mais c'est pas plus mal, j'ai envie de dire, parce qu'on se concentre sur. Worf n'est même pas présent dans l'épisode. Worf n'y est pas, hein, c'est un des rares épisodes où Worf n'est pas présent, ce qui est pas peu dire concernant Worf, qui est. Après, il était pas non plus. Enfin, il est. Enfin, on serait en droit de se poser la question de pourquoi Worf n'était pas présent, parce qu'effectivement s'il y avait un personnage qui aurait pu peut-être dire un truc à Nog, ça aurait été peut-être lui de le valoriser, de dire t'es un guerrier qui a de l'honneur parce que t'as fait ton devoir sans penser une seule seconde aux conséquences sur toi, et que tu en as ressenti grandi. Il aurait peut-être pu sortir un truc comme ça, et Nog lui aurait répondu ça me fait une belle jambe hein. Et en même temps tu me diras Worf est également la personne qui n'est pas sur le champ de bataille à ce moment-là, puisqu'il est aux commandes du Défiant sur le siège de la R550 et quelques, 558, il est aux commandes du Défiant et il est obligé de partir pour les récupérer plus tard. Donc il ne livre pas cette bataille en fait. Il la livre depuis l'espace. Voilà. Il y a ça, il y a ça aussi. Voilà. Mais du coup, je vais faire une petite transition par rapport à ce que tu disais, par rapport à ce que tu plaisantes. Merveilleux. Justement, tu plaisantes sur le fait que c'est lui fasse une belle jambe. Donc on va donner des coups de pied dans la fourmilière. Oh. Et je vois, tu veux en venir. Ouais, pas moi. Mais je touche, je veux en venir, tu vois. Et j'aime bien le début de l'épisode. Je me souvenais plus trop du début de l'épisode. Tous les personnages blaguent. Ouais. Voici mon ordonnance et tout. Cisco il commence à faire une blague. Enfin non, c'est je sais plus qui c'est qui enchaîne. O'Brien et Bashir font une blague. Et puis t'as Odo qui fait une blague derrière. C'est déjà moi ce que j'aime bien, c'est cette espèce d'enchaînement
où cette espèce d'enchaînement où déjà tu vois les deux comiques de service, donc c'est Julian et Bachir, hein, c'est Julian Bachir et Miles O'Brien, pardon, les deux comiques de service qui fassent une blague, oui, mais derrière t'as quand même Odo qui a passé une partie de la série à lui courir après, à le foutre en tôle dans les premières saisons parce qu'il faisait que des bêtises, Nog, qui là justement il rigole là-dessus. J'avoue que c'était une petite touche qui est très très bonne et j'ai beaucoup aimé parce que justement c'est ce qu'on disait pendant l'émission sur le handicap. En général, les personnes handicapées, elles n'aiment pas plus que ça qu'on les prenne en pitié ou qu'on voilà. C'est peut-être pour ça aussi que Nog a beaucoup de mal avec le côté tu es un héros. C'est-à-dire que ça le grandit alors que on n'a pas besoin d'être grandi en tant que personne handicapée, on n'a pas besoin d'être grandi, on a juste besoin d'être considéré à égal, si tu veux. Mais par contre, ce qui est limite pire, c'est d'être pris en pitié. Donc c'est pas qu'on te retrécit, c'est pas qu'on te rabaisse, mais on te parle avec un ton un petit peu plus mielleux et on veut t'assister plus que t'aider. Et ça, on n'en a pas besoin. Et le fait que dès son arrivée, Nog soit accueilli avec des blagues qui sous-entendent de dire, on va quand même, on attendait avec impatience ton retour, on est très content que tu sois là, on est très content que tu ailles mieux, mais faut pas déconner non plus, on va pas non plus t'épargner et la vie va reprendre son cours, poteau. Hein. Faut pas rêver, on va pas changer notre comportement en fait par rapport à toi. Et je trouve que c'est un très beau truc et que c'est très bien dosé dans l'épisode. J'aurais peut-être aimé qu'à la fin Nog arrive à commencer à rire un petit peu de sa situation parce que le rire c'est guérit tout. Voilà, le rire et le temps guérissent tous les maux. Mais qu'il ne le fasse pas, c'est pas si grave non plus. Voilà, qu'il ne le fasse pas, c'est pas si grave non plus. Et j'avoue, moi pareil, j'ai revu cet épisode et j'ai pas mal relate aussi, j'ai pas mal fait un lien que je ne faisais pas avant. Puisque ça fait 2 ans que j'ai pas mal de problèmes de santé au niveau de ma zone ORL qui ont énormément affecté ma vue et que je pouvais quantifier la perte de ma vue, enfin la perte ou la dégradation de ma vue ou le regain à certains moments de semaine en semaine, voire de quelques jours en quelques jours. Et donc du coup j'ai expérimenté la deuxième partie de ce qui fait un handicap, c'est que quand c'est pas naturel et que c'est causé au milieu de ta vie. Donc c'est pas de naissance plutôt, et que c'est causé au milieu de ta vie et que tu sens que tu perds quelque chose, tu sens que tu as perdu, que tu n'es plus comme avant. Et même si Nog a une prothèse qui visiblement arrive à avoir des capteurs de douleur, que tu as peut-être des sensations dans ta prothèse, ce qui serait génial en fait pour l'innovation. Mais bon, on est au 23e siècle, c'est pas étonnant. Enfin 24e siècle pardon, c'est même pas étonnant. Mais quand même, tu dois te sentir différent, tu dois sentir que c'est pas ta jambe d'origine, tu dois avoir une sensation différente, je pense. Et j'avoue que j'ai pas mal relate parce que on sent que Nog il est déprimé, il a aussi beaucoup de colère en lui. C'est pour ça qu'il frappe Jake de façon totalement excessive. Il a énormément de colère. Et elle est incroyable cette scène, juste parce que c'est quand même fou. Ouais. C'est la fois où il se lève et qu'il n'a pas besoin de sa canne. Donc il lui balance une table dessus. Jake tombe. Et là, c'est là que je me suis dit, c'est quand même incroyable la colère qu'il y a dans ce personnage. C'est que non seulement il fait ça, mais ensuite, il se dirige vers Jake qui est à terre et il lui met une patate dans la figure. Alors, on le voit de dos, mais on le voit lever le poing et le baisser et on entend un coup. Et là, Vic Fontaine arrive. C'est une scène qui est... Enfin, c'est très violent pour du Star Trek. C'est très violent pour des adolescents. Enfin, ils sont très jeunes adultes. Enfin, c'est un truc très saisissante cette scène. Mais en fait, c'est surtout qu'en fait, tu n'imagines pas. Et encore, moi, je l'ai vécu à bien moindre échelle, mais tu n'imagines pas à quel point elle est vraie en fait cette scène. C'est-à-dire que tu vois, moi l'an dernier, je suis donc on était allé à Paris pour la Japan Expo avec Margot du coup, et le jour où elle est repartie, moi je suis resté quelques jours de plus à Paris et je devais m'acheter une canne blanche. Bon, j'ai raconté une partie de l'histoire déjà dans notre émission. Et j'avoue que le fait de me déplacer avec une canne blanche me faisait me sentir différent. Tout le discours de Nog quand il dit j'ai peur du monde extérieur, j'ai un petit peu peur du monde extérieur parce que je suis différent, je suis plus autant capable qu'avant. Ça, moi, ces 2 dernières années, par contre, je l'ai expérimenté et je l'ai vécu. Et avec la canne blanche, même avant d'avoir la canne blanche, si tu veux, tu t'en rends compte. Il y a un moment où on revenait d'un jour à la Japan et Margot discutait avec mes autres potes. Moi, j'étais derrière. Et en fait, à ce moment-là précis,
il faisait pas plus attention que ça en fait à moi, et j'ai failli me casser la binette plusieurs fois parce que je leur ai pas non plus demandé parce que j'avais pas envie, j'avais ma fierté et tout, tu vois. Ouais. Et j'en avais marre aussi de me dire, les autres prennent du temps et de l'énergie pour moi, et c'est chiant. Et en même temps, au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, je rame, j'en chie ma race, c'est un truc de malade. Et moi, je pensais pas, en fait, ramer autant. Je pensais pas du tout ramer autant. Plus les douleurs aussi, les douleurs en continu que j'avais à l'œil, enfin aux yeux même, qui forcément gênent ta concentration, gênent ce que tu fais au quotidien, voilà. Et c'est vrai que quand je suis rentré chez moi, j'ai passé 2 semaines, j'ai quasiment rien fait chez moi. En fait, je crois que en un mois, même en un mois, quasiment, j'ai rien fait. Parce que 2 semaines plus tard, je suis allé chercher du matériel. Donc le matériel je te l'ai montré en webcam, tu l'as décrit, le fameux Orcam, le petit stylo qui lit tout là, mon tournevis sonique, si je puis dire. Et en me ramenant ramenant ça à la maison, je me suis dit, mais c'est cool, j'ai du matériel pour mon handicap. Et d'un autre côté, je suis ouais, mais c'est à chier parce que le simple fait que j'ai ce matériel est la preuve que j'en ai besoin, et donc la preuve que ma vue se dégrade et que je vais continuer à me dégrader comme ça et à perdre un sens. Et tu n'imagines pas la sensation de colère qui bouillonne en toi. Ouais, tu n'imagines pas, il y a des moments je l'ai fait. Il y a des moments je l'ai juste fait, il y a des moments j'étais tellement mal, je me suis levé, j'ai attrapé la porte d'une main, j'ai foutu un coup avec l'autre, où j'ai fait la même chose avec la table, et je crois il y a une fois je me suis fait saigner tellement j'ai tapé fort. Et c'est pour ça cette scène est vraie. Il y a une espèce de colère en toi qui bouillonne parce que malgré toute la bienveillance des gens, et malgré tout le fait que même si tu es conscient que tu ne peux pas leur reprocher ça, c'est pas leur faute. Et ouais, c'est injuste pour tout le monde. Ça reste pas pour tout le monde. Non, pas pour tout le monde. C'est pas injuste pour les autres, c'est injuste pour toi d'abord. Les autres sur le coup, on s'en fout. Mais c'est juste que voilà, même ils y sont pour rien. Et ils font ce qu'ils peuvent, et tu le sais en fait, et tu leur en veux pas. Moi j'en ai jamais voulu à personne pour ça. Mais il y a des fois il faut que ça sorte en fait. Et oui, il vaut mieux que ça sorte quand t'es tout seul dans ton coin et que tu vas taper sur une surface comme une table ou une porte, plutôt que ça sorte en tapant ton pote. Ça c'est clair et net. Mais il y a un sentiment d'injustice quasi quotidien, parce que tu te poses toujours la question. C'est vrai que c'est un truc que j'ai pas abordé j'aurais pu l'aborder quand tu m'as posé une question par rapport à comment je me sentais. Mais c'est un truc au quotidien. Il y a toujours une scène dans la vie quotidienne qui te rappelle à quel point tu as perdu un sens, ou que tu es en train de le perdre, ou au contraire tu ne l'as jamais eu. Voilà. Et donc ce sentiment d'injustice, il peut se manifester au quotidien, tout le temps, en fait, n'importe quand. T'es jamais à l'abri. Et encore plus quand ça se dégrade et quand tu sens la dégradation arriver de jour en jour, ce sentiment est encore plus présent. Et moi, je sais que je suis passé par un énorme passage à vide qui a duré presque un mois, entre mi-juillet et mi-août. Et du coup, je comprends totalement cet épisode. Et cet épisode m'a parlé de façon nouvelle, en fait, puisque ça fait 2-3 ans que je ne l'ai pas revu. Donc à l'époque où je l'ai vu la dernière fois, j'avais pas ces problèmes-là. Et waouh je me suis souvenu de ce que j'étais. Je suis content un petit peu d'avoir retrouvé un confort de vie, d'en être un peu sorti. Et je suis vraiment désolé pour les personnes qui malheureusement n'en sortent pas. Tous ceux qui ont des douleurs chroniques, ou tous ceux qui ont des handicaps bien plus graves que le mien, parce que je suis quand même très chanceux par rapport au handicap que j'ai, mine de rien. Je suis désolé pour eux, mais vraiment, parce que le bouillonnement intérieur, il est horrible. C'est ce qui te ronge en fait. C'est ce qui peut te ronger, c'est ce qui peut te faire passer d'un extrême à l'autre. C'est ce qui peut à un moment donné te faire te refermer totalement, ne plus rire de ta situation, et potentiellement devenir quelqu'un de tellement renfermé que t'en deviens toxique pour toi-même et pour ton entourage en fait. Faut faire très attention à ce bouillonnement intérieur. Ouais. D'ailleurs, à propos de ça, j'apprécie quand même la réaction de Vic face à la scène, parce qu'il n'y a pas d'apitoiement, d'excuses, de dire oh non mais tu comprends, il est en plein il est en plein PTSD et tout, et il vit des moments difficiles. Non, Nog a frappé son meilleur pote, il s'est mal comporté, donc Vic lui dit tu dégages. Oui. Et honnêtement, j'apprécie le fait que que l'épisode dise frontalement le fait d'avoir vécu des choses difficiles ne t'autorise pas à être un connard. Oui. Voilà. Ça c'est un message que j'apprécie dans l'épisode quand même. Oui, et c'est quelque chose de très important qu'il faut retenir. C'est une leçon de vie qui est très vite, parce que ça dure une scène, hein. Mais oui, justement, le fait d'être pareil, c'est ce que je disais un petit peu dans l'autre émission. Le fait d'être différent, de vous sentir différent et de vous sentir à l'écart ne justifie absolument pas une conduite toxique, une action violente envers un autre être vivant en fait.
Surtout des personnes qui essaient de t'aider en plus, parce que Jake et sa copine, certes, ils sont maladroits et ils font pas les choses comme il faut, mais ils pensent pas à mal. Non. Eux, avant tout, ils veulent aider Nog, ils veulent qu'il aille mieux, en fait. Et surtout que pas de la bonne manière, c'est tout. Mais... Non, mais surtout que si tu remarques bien dans l'épisode, alors je m'éloigne un petit peu, mais tout le monde essaie de se mettre à son niveau. C'est-à-dire que au début, ils sont là, donc Rome, le père de Nog, il est là, mais mon fils qui est coincé, qui se coince tout seul dans le holodeck, mais il est malade, il va pas bien, il est tordu, il est machin. Et au bout d'un moment, ils ont pas d'autre solution. Ils disent, mais pour passer du temps avec lui, il faut aller vers lui, en fait, il faut se mettre à son niveau. Donc du coup, tu as Rome et sa femme Lita qui vont le voir dans le holodeck, tu as Jake qui va le voir dans le holodeck, tu as Ezri qui passe plusieurs fois à le voir dans le holodeck. Ils vont se mettre à son niveau, même s'ils ne comprennent pas. Il y a aussi le truc, même s'ils ne comprennent pas, ils acceptent. Ils se disent, même si je comprends pas, c'est pas grave, c'est une personne que j'aime, donc je vais essayer, sait-on jamais. Et oui, ça se passe mal et c'est un peu maladroit. Et c'est même surtout, parce que bon, il y a une altercation avec Jake, mais c'est vrai que c'est surtout la scène, je pense qu'elle est très dure. Et c'est là-dessus, je pense aussi peut-être je suis en train d'inventer ma réflexion au fur et à mesure. J'ai pas pris de notes. C'est très bien, c'est très bien. Non, mais c'est surtout que je suis en train de me dire, tu vois, j'ai un petit peu de peine dans la scène où tu as Rome et Lita qui passent dans le holodeck, parce que Rome, il est vraiment en peine. Tu sens qu'il a vraiment envie de voir son fils, qu'il a mis envie de le serrer dans ses bras et de lui dire qu'il l'aime. Il voit son fils il passe 30 secondes avec eux. Et puis après, il dit, ah non, mais c'est un de nos meilleurs clients. Et là, tu sens que Rome, il est quand même en train de se dire, ouais, c'est peut-être un de nos meilleurs clients, mais lui, il est pas réel. Et moi, je suis réel. Lui, là-bas, c'est juste un programme. Ça me fait quand même un peu mal. Et la tête de Lita aussi exprime beaucoup d'émotions. Ouais. Et c'est là aussi que tu peux peut-être voir les dangers. Justement, tu montres un petit peu le fait de basculer un petit peu trop dans la fiction. Parce que même quand tu essaies de mettre au niveau de la personne, tu vois la personne qui s'en va quand même et tout. Et ça fait quand même un peu mal et tu te demandes si tu vas pas la perdre. Je pense que Rome a eu quand même très très peur dans cet épisode. Voilà, et même dès le début, tu vois qu'il a bien peur et tout. Pareil, Rome, c'est un des très bons personnages de Deep Space Nine, en fait. J'aime beaucoup. Après, c'est vrai que tu as raison dans le sens où ils essayent d'accepter le fait que Nog passe beaucoup de temps dans le holodeck et tout, mais il y a un moment où j'ai vraiment beaucoup relate aussi, c'est quand Ezri a une sorte d'incompréhension. En fait, tout le monde a cette incompréhension face au fait que Nog s'investisse autant dans le holosuit, en fait. Le fait qu'il veuille changer le décor, qu'il veuille agrandir le truc et tout, qu'il se donne pour un projet, mais un projet qui techniquement n'existe pas, qui techniquement est juste fictif et n'aura pas de... qui dans leur esprit n'aura pas de conséquences sur le long terme, en fait. Eux, ils se disent, oui, non, mais c'est de la fiction. Tu vas contribuer à rien réellement sur la station en faisant ça, en fait. Et ça, c'est un truc auquel je pense que toi et moi, Guillaume, on peut relate beaucoup parce que des projets qui en soi ne vont pas forcément rendre service dans notre vie de tous les jours ou rendre service à la communauté ou autre, on en a. Mais ça ne nous empêche pas de les faire et ça n'empêche pas que ça nous aide. Et que, voilà quoi. Et mais je pense qu'Ezri s'en rend compte. Voilà. Par exemple, tu vois, c'est des projets qui nous tiennent à cœur plus pour nous que pour réellement le monde autour de nous, en fait. Alors après, oui et non, parce que c'est là la magie de la transposition, pour moi, c'est que tu as à la fois raison et à la fois tort. Parce que il y a quand même une différence, c'est-à-dire que le projet de changer un holodeck, alors, si on l'applique vraiment à l'univers, tu vois, vraiment dans l'univers, on oublie la transposition avec notre monde, parce que si on considère ça comme une transposition de notre monde, tu as parfaitement raison, et on a parfaitement raison de relate un petit peu là-dessus. Si tu l'appliques vraiment scrupuleusement à l'univers, en fait, ça n'affectera personne. C'est-à-dire que, en général, même les projets qui nous tiennent à cœur, tu vois, le projet sur lequel je suis depuis 3 mois, par exemple, il va profiter à moi et à d'autres personnes. Il y a certaines personnes qui vont en profiter aussi, qui vont rire de ce projet-là et qui vont l'apprécier tel quel, en fait. Donc, ce projet, il est personnel, mais il a à but d'aller aussi vers d'autres gens. Et je pense que tu seras d'accord avec moi que la plupart des projets créatifs que toi tu fais, que moi je fais ou qu'on fait tous les deux, c'est aussi à but que ça touche d'autres personnes. Là, vis-à-vis de l'univers de Star Trek, il n'y a aucun intérêt réel, en fait, à part vraiment purement psychologique et purement interne à notre pensée, il n'y a aucun intérêt réel, à part
de se dire, c'est comme si je me mettais devant le PC et que je jouais à un jeu de gestion, parce que c'est clairement ce que c'est en fait. La façon dont c'est vrai que oui. C'est juste un jeu de gestion. Dans la mesure... Casino Simulator. C'est que l'univers te permet de dire, si tu veux, t'as pas besoin de passer par là. Si tu mets le programme en pause et que tu dis holodeck, programme Bashir 64 ou 62, je sais plus, hop, création d'une nouvelle partie du programme. Ok, l'ordinateur va te demander qu'est-ce que tu veux créer comme programme. Et tu vas lui dire, je veux créer un casino de telle taille avec plusieurs étages, avec machin, truc bidule. Tu lui donnes plus ou moins les plans, voire même tu lui fais un scan des plans et en 2 secondes, le holodeck va te le créer. C'est vrai. Non seulement il y a ce côté-là, il y a ce côté tout le monde peut y toucher. Donc un petit peu façon Wikipédia, tu vois. Donc c'est-à-dire que ton casino, si quelqu'un demain, si O'Brien vient se dire putain vas-y cette partie de casino ne me plaît pas, vas-y on va mettre un gros jeu de fléchettes et tout machin, O'Brien il va dire modification du programme, vas-y machin. Voilà tu vois ce que je veux dire et tout. Et donc du coup ça n'apporte, et fondamentalement parlant, dans l'univers de Star Trek, c'est vrai que c'est un coup d'épée dans l'eau. C'est un énorme coup d'épée dans l'eau. Ça n'a qu'une utilité psychologique pour Nog, de se mettre à gérer quelque chose pour se donner une mission, pour se donner un but, pour être dans l'action et pour ne plus penser. Et je pense que c'est aussi ce que Vic motive chez Nog, parce que ça c'est un conseil que ma psy m'avait donné qui était très bon. C'est quand on a des idées noires, quand on est déprimé, il faut essayer de s'occuper, il faut rester dans l'action. Parce qu'à partir du moment où on va commencer à s'ennuyer, alors des fois l'ennui c'est bien quand on essaie d'être créatif, mais quand on va commencer à s'ennuyer, les idées noires peuvent revenir et on peut rester figé, on peut rester, voilà, par rapport au passage à vide. Donc je sais un petit peu de quoi je parle. Et c'est vrai que des fois quand tu restes dans l'action, moi il y a des moments justement avec le projet qu'on est en train de monter avec Margot, quand j'ai eu l'opportunité justement de participer avec, je peux en parler maintenant, on s'en fout, avec Julien de la société Atomprops, quand on a participé à la récupération justement d'une maquette de 4 mètres de long d'un Enterprise. En fait, sur le coup, je me suis dit, ça va se jouer à quelques jours près, c'est quand même un appel d'offres, on n'est pas les seuls sur le coup. Il faut y aller, quoi. Et je suis resté en action, en fait. Et alors, il y a eu 2 temps, tu vois. Il y a eu le jour même où j'ai pas arrêté mon cerveau, il a pas arrêté de bouillonner, genre, je me suis dit, comment je peux faire ça, ok, je peux faire ça comme ça, je peux contacter telle personne, je peux faire ci, je peux faire mi. Même si je faisais pas grand chose derrière, tu vois. J'ai pas arrêté de carburer. Et le lendemain, comme c'était le week-end, qu'il fallait qu'on attende des réponses le lundi, j'avais plus rien à faire, j'avais plus rien à réfléchir. Du coup, j'ai envoyé des messages à Margot. Putain, mais ça va pas marcher, je suis en train de déprimer, ça va. Non, hier t'étais bien là, qu'est-ce qui te passe? Et sur le coup, je me dis, ouais, c'est parce que là, je suis plus du tout dans l'action et tout, et les idées noires reviennent et tout, et j'ai plus de gestion à faire, j'ai plus de réflexion à faire. C'est un truc impossible en fait. Et c'était très bizarre. Et du coup, c'est vrai que Nog, et tu vois, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur Vic Fontaine. Vic Fontaine a motivé Nog à rester dans l'action, dans un truc qui lui est propre, que Nog connaît, tu vois, qui ne le mettra pas en danger, parce que c'est pas quelque chose, voilà, il va pas faire des entraînements en désactivant le système de sécurité du holodeck, par exemple. C'est juste de la gestion, en partie ce pourquoi Nog est fait, en fait. Voilà. Et c'est, tout ça, pour moi, tout ça est très bien ficelé. C'est vrai. Après, le point de vue de l'utilité, en fait, c'est vrai que de notre point de vue à nous, c'est différent. En fait, le point de vue entre le nôtre et celui de Nog est différent. Par contre, celui qui se rejoint entre les 2 univers, donc entre notre réalité à nous et la réalité de Star Trek, c'est le point de vue extérieur. C'est-à-dire, pour moi, Ezri et tous les autres, en fait, surtout Ezri qui s'inquiète pour Nog et tout, et qui voit son entreprise par rapport au lawsuit et tout comme quelque chose à première vue d'inutile. Moi perso, je pense à des parents par exemple dans notre réalité. Oui. Je me dis par exemple les projets que toi ou moi Guillaume on peut avoir, nos parents de leur point de vue ils voient ça comme une distraction ou une passion ou un passe-temps, mais un truc que tu pourras jamais concrétiser et qui te fera jamais aller nulle part en fait. Pour eux c'est juste un truc comme ça en passant. Et honnêtement quand Ezri réagissait par rapport à ça, en fait, je me suis dit, mince, j'ai l'impression d'entendre ma mère, quoi, tu vois, donc c'est un peu... pour moi, c'était pas la... Il est très personnel, cet épisode, quand même, hein, mais dans cette scène, pour moi, c'est pas la pire. Ezri, c'est pas celle qui réagit le pire, pour moi, c'est les autres, en fait. C'est vraiment, quand tu entends Rome qui dit, mais mon fils, il a des accès, il est tordu, il est machin, il va loin, quand même. C'est con, hein, mais dans les propos, il va loin. Après, Rome est connu pour un petit peu se laisser emporter facilement, il est très facilement émotif et tout, et il a un énorme cœur et il a beaucoup de potentiel. C'est pas non plus celui qui a le plus de réflexion, donc il bascule très vite dans un petit peu dans le truc de peur et tout. Bon, Quark derrière, il est pas mieux,
Mais et tu vois, là j'aime bien, mine de rien, j'aime bien. Alors déjà j'aime beaucoup la scène parce que cette scène justement où t'as pour faire le résumé, quand Nog commence à s'enfermer dans le holodeck, tu as une réunion des officiers supérieurs et de Jake, des officiers supérieurs et des proches de Nog. Donc en plus de Cisco, Dax, Bashir, O'Brien, je sais même plus s'il y est. Kira, j'ai cité, je sais plus. Enfin, en plus des têtes de DS9, en fait, tu as les parents de Nog, tu as l'oncle, donc tu as Quark, et tu as Jake, qui normalement ne sont pas admis à ces réunions, qui sont des réunions d'officiers. Donc déjà, j'aime bien cette approche-là où en plus des gérants de la station, en plus de ses supérieurs hiérarchiques, de son psychologue et tout, tu as les parents et le meilleur ami qui sont conviés comme s'ils faisaient partie, comme s'ils étaient vraiment des rouages essentiels pour Nog, en fait. Donc j'aime bien ce côté acceptation, déjà. Mais d'un autre côté, ils commencent tous à dire mais pourquoi il s'enferme dans le holodeck, mais qu'est-ce qui lui prend? Donc t'as au départ Ezri qui ne comprend pas et donc c'est quand même l'une des premières à changer d'avis justement par son expertise de psychologue. Et donc t'as Rom qui commence à dire qu'il est désaxé, t'as Quark qu'il est pas mieux, et puis t'as Julian qui dit rien, qui dit pas grand chose. Et t'as tout le monde qui se fout de la gueule de Julian, qui dit oh bon, au moins il a pas choisi le pire des programmes de Julian, il aurait pu aller dans ce truc d'espionnage à la noix, ou il aurait pu aller dans le truc d'Alamo, ou il aurait pu aller dans le truc d'aviateur, machin. Et à chaque fois Julian s'en prend le gars, hey, Viking. Voilà le truc Viking, merci. Hey, il aurait pu porter une toque et tout, et t'as Julian fait hey. Et j'aime bien cette espèce aussi de transposition par rapport à un petit peu, parce que Julian et O'Brien sont clairement des transpositions des nerds. Voilà, des nerds et des geeks, tu vois. Tu les vois quand même. Et justement, on commence à en parler, je crois, dans cet épisode-là, par rapport à Fort à l'amour. Ils font du JDR, oh là là. Ils font du JDR, mais ils font du jeu de plateau aussi. Ils font du jeu de plateau et ils font du jeu vidéo, puisque le holodeck c'est quand même une grosse transposition du jeu vidéo qui commence quand même à arriver dans les années 90 bien comme il faut. Et justement, Bashir, il n'en doute absolument pas du côté un petit peu thérapeutique, un petit peu exutoire que peut avoir le holodeck, justement, et ce genre d'évasion. C'est vrai. Et même s'il s'en prend plein la gueule, tu vois, tu peux peut-être penser qu'il dit ouais, pour une fois, je suis de l'avis de Ezri, machin, sur ce coup-là. Tu peux te dire, peut-être qu'il dit ça pour un petit peu la draguer, pour faire genre qu'il se rapproche d'elle et tout. Et en même temps, non, parce qu'il le vit, lui, justement, il le vit, il s'amuse dans le holodeck, il prend son kiff dans le holodeck, c'est un truc de malade, quoi. Et en plus, en plus, je crois qu'il le fait quasiment jamais seul. Parce qu'à chaque fois, il invite quelqu'un, et ça, par rapport à Julian, ça se verra à la fin de la série, quand O'Brien part, il refuse de faire certains programmes avec Ezri, justement parce que c'était des programmes qu'il avait l'habitude de faire avec O'Brien. Et donc, tu vois, il y a quand même une structuration dans la personne. Il dit pas qu'il est d'accord avec Ezri pour rien, et il approuve pas non plus ses décisions pour rien. Il y a une structuration, en fait, dans la pensée, dans les agissements de Julian par rapport à ça. Et la scène me fait beaucoup rire parce que cette scène-là, on pourrait la refaire comme ça. On pourrait la refaire comme ça, ou je sais pas, tu vois, justement, comme Margot me fait découvrir beaucoup de mangas, certaines personnes pourraient dire, bon, au moins, elle lui a pas fait découvrir les pires mangas, telle œuvre, genre, je sais pas, là, comme ça, tu vas te marrer Margot, tu vas dire, ouais, genre, Yuki Holder, elle a pas fait découvrir ça, ou, voilà, tu vois. Non, mais voilà. Alors là, je serais pas en mode hey, je serais en mode non, vous avez tout à fait raison. Non, mais voilà, tu vois, on pourrait te faire une transmission de cette scène avec des gens comme nous, justement, où on utilise effectivement la fiction comme exutoire, sans basculer dedans à ne plus pouvoir en sortir, à ne plus ressortir la tête de l'eau. Donc voilà, j'aime juste beaucoup cette scène. Et de toute façon, pareil, Julian et O'Brien sont probablement mes personnages préférés de Space Nine. Voilà. Après, je me souviens pas que dans la scène Julian et je me rappelais même pas qu'il disait être d'accord avec Ezri en vrai, mais je me rappelais même pas je me rappelais même pas qu'on le taclait autant en fait. Voilà. Et ça fait du bien d'avoir un petit peu cette touche d'humour, de manière générale. Nous, en tant que spectateurs, spectatrices, c'est un épisode assez lourd où on suit une personne dépressive, donc c'est pas seulement triste, c'est dépressif. T'es là. Et on le souligne bien, cette dépression. Ouais. Parce qu'il y a des plans, tu te dis, ils sont pas utiles pour le scénario. Genre, tu vois, le plan où tu le vois quand Jake lui arrache la capsule de musique et qui dit, si tu veux l'écouter, tu vas dans le holodeck. Tu vois sa progression, tu vois à un moment donné comment il monte dans l'ascenseur et t'as l'impression quand il appuie sur le bouton, le temps que le turbolift arrive. C'est lent, c'est une scène très lente. Mais c'est surtout, en fait, elle est pas si lente que ça parce que le turbolift arrive assez rapidement, mais tu sens que pour lui, c'est long.
En fait, tu sens que Ouais, c'est limite, il aurait voulu. Limite, je me suis demandé, tu vois, et encore une fois, je fais la transmission par rapport à moi, par rapport aux excès de colère. Je me suis dit, mais je me souvenais pas de cette scène. Est-ce qu'il va vraiment taper sur le truc en mode, je veux qu'il arrive, putain. Et je me suis demandé, tu vois, il était pas en mode, mais comment ça se fait que le Turbo soit pas déjà là pour ma gueule? Putain, ça m'énerve. Tu sens cette espèce de colère, cette espèce d'impatience, voilà. Et du coup, ce Je plan. pense que ça aurait été trop tôt. Je Oui, non, mais préfère la scène comme elle est là parce que Ah je non, mais je suis préfère d'accord. que la colère de son côté arrive plus tard avec des interactions humaines plutôt que juste pour ça, Ah, tu mais vois. je Je suis. préfère qu'au début ce soit, ouais. Ah, mais je suis d'accord, mais c'est juste que tu sens le bouillonnement intérieur en fait. Voilà, de prime abord, tu te dis, mais ce plan, il n'était pas essentiel. Et en fait, si, parce qu'il te montre déjà l'espèce de bouillonnement intérieur qu'il y a en lui, cette espèce de frustration et de colère et de sentiment d'injustice qui sont déjà présents en fait à ce moment-là, tu vois, qui gangrènent déjà un petit peu. Ouais. Tu parles juste de cette scène et quelques secondes plus tard, donc Nog monte dans l'ascenseur et il vit des flashbacks extrêmement angoissants de sa blessure. Enfin, j'ai tout dit en fait, c'était super angoissant. C'était assez bien dosé et pour le coup, alors là ils se sont inspirés, je pense, assez concrètement du film Rambo. Je ne sais pas si vous l'avez vu tous les deux. Non. C'est pas grave, tout va bien. Mais bon, il est, voilà, très intéressant sur le même sujet évidemment. Et en fait, Rambo vit des flashbacks et un peu de la même manière, c'est-à-dire que là, Nog, il est dans l'ascenseur, il y a des petits flashs de lumière sur le côté. Alors il réagit pas, mais c'est un lien visuel pour nous en tant que spectateurs, spectatrices. On a un lien visuel parce que Nog vit son flashback de blessure et il est au milieu des flashs de tir de phaser et jusqu'à ce qu'un des flashs lui touche la jambe, hein, justement. Et c'est bien parce qu'il n'y en a qu'une seule scène comme ça. Elle est très bien montée, elle dure quelques secondes, mais elle est très efficace. Et c'était une très chouette scène, je trouve, dans le bon sens du terme. Voilà, elle était tout à fait bienvenue. Et en plus, elle se termine sur un cri qui rend le personnage encore plus humain. Alors, je ne me souviens pas de l'épisode où on le voit se blesser, mais là, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de montage, qu'ils ont refait la voix. Lorsqu'il est blessé à la jambe, il crie, mais il fait pas un cri du genre oh. Il a un cri très aigu. Il me semble qu'il y a Ça le fait même, très alien en fait, j'ai l'impression. Je crois que il- ça fait vraiment. Oui. En fait, ça fait vraiment Ferengi en fait, c'est ça. Oui, C'est pas un cri humain lambda ou quoi, voilà. cette espèce de cri aigu de détresse en fait, enfin, je sais pas, c'est. Ouais, Voilà. c'est un cri que moi, si je marche dans la rue et qu'une voiture passe et me coupe un bras, je pense pas que je crierai en faisant ah comme dans les films. Je pense que je crierai en faisant ah comme ça. Et donc Pareil. ça rajoute, non, c'est pas, ça rajoute, ça met un point final à cette scène qui était déjà angoissante et qui l'est encore plus, quoi. Et donc ça, c'était très bien joué également. Après, je reviens juste sur la scène juste avant, en fait, enfin, ce dont vous parliez tout à l'heure, du coup, la scène très très longue avec l'ascenseur, etc. En fait, c'est ce que dit Guillaume, c'est-à-dire que la scène dit tellement de choses et j'aime tellement le fait que ben même les silences, ça veut dire quelque chose dans Star Trek à ce moment-là. Et ça aussi, c'est une chose qui manque, je trouve, c'est des scènes où vraiment ça parle pas, mais tu comprends il y Ouais. a un Et puis il y en a message beaucoup. sous-jacent, voilà, c'est comme pour donner un exemple, c'est quelque chose que j'aime parce que genre, en ce moment, je suis en train de regarder vraiment rien à voir, un animé de sport avec mon père. Et on a récemment fini la saison 1. Et le tout dernier épisode, en fait, grosso modo, dans l'avant-dernier épisode, les protagonistes perdent, en fait. Donc voilà. Et dans le dernier épisode, c'est les retombées de cette défaite et comment ça a des conséquences sur leur mental, sur comment ils vont, enfin leur motivation, comment ils vont jouer après, etc. Et en fait, quand mon père a regardé cet épisode avec moi, il a dit oh là là, mais ça c'est un épisode de transition. Et moi j'étais genre mais non, c'est pas du tout un épisode de transition parce que oui, on parle pas énormément, oui, il y a pas d'action, oui, il y a pas de match, il y a pas de machin, mais l'épisode il veut dire quelque chose en fait. Si tu t'intéresses un minimum au personnage ou à la manière dont c'est filmé, enfin la manière dont c'est animé plutôt, la manière dont c'est écrit et tout,
tu comprends ce que l'épisode essaye de te dire. Et c'est vraiment ce que je ressens aussi avec cette scène avec Nox, c'est que, ben oui, pour certains, c'est juste, oh là là, la scène elle est longue, la scène elle est chiante, on veut passer à la suite, tu vois. Mais bah non, la scène en elle-même, elle a un sens. La scène, elle essaye de te dire quelque chose et elle est en mode, bah non, tous les plans sont importants. Et voilà, et ce genre de scène qui rien que par son silence arrive à t'exprimer ce qu'elle veut dire, en fait, bah ouais, ça manque dans les Star Trek actuels, je trouve, malheureusement. Alors, il y a aussi, pour refaire ce qu'on disait tout à l'heure aussi, parce que j'ai oublié de la placer tout à l'heure celle-là, il y a aussi les scènes quotidiennes justement qui manquent, parce que tu parlais justement de Rémi, tu parlais de l'humour, qui est quand même gardé dans les autres scènes, genre justement avec Juliane qui se fait un petit peu moquer par rapport au truc holodeck. Et justement, ça aussi, pour moi, c'est des scènes qui manquent de plus en plus dans les séries actuelles, c'est des scènes quotidiennes. Parce que ça, c'est une scène quotidienne. Cette scène-là, elle aurait pu arriver sur n'importe quel autre sujet, en fait. Et c'est pas la seule fois où Juliane se fait moquer de cette façon, où on lui dit qu'on comprend pas pourquoi, ou que tu vois Kira qui sort du holodeck avec l'ancienne Dax, du coup, avec Jadia. Justement, quand Worf arrive, elles sont en robe médiévale, un truc comme ça. Et Kira comprend pas le but, elle ne comprend rien sur le truc du holodeck et tout. Et il y a beaucoup de scènes de la vie quotidienne qui, selon moi, font beaucoup pour la série Deep Space Nine et qui manquent cruellement aussi au Star Trek actuel, en fait. Voilà. Et ce genre de petites blagues, ce genre de petit humour, ce genre de petites taquineries entre les personnages, faut pas hésiter à, encore une fois, c'est ce que j'ai dit la dernière fois, mais faut pas hésiter à rire avec les autres et rire de soi-même et rire avec les autres, en fait. Et c'est ce que fait très bien Deep Space Nine, justement. Et pareil, tu vois, il y a aussi, je passe un petit peu du coq à l'âne, hein. Je passe à autre chose, mais il y a aussi, j'ai repensé là par rapport à la scène la scène qui est un peu longue, mais qui veut dire quelque chose. Il y a aussi ce côté, c'est vrai que on ne le nomme pas directement dans l'épisode, mais je pense que Nog a aussi une autre raison que tout ce qu'il évoque, de vouloir rester reclus. C'est les autres, en fait. Pas les autres dans le sens, ils sont un problème, ils vont me voir différemment, mais comment dire, même si tu sais que les autres vont être bourrés d'empathie, bienveillance, et pour autant qu'ils vont pas laisser passer si tu fais des conneries, tu vois. Ouais, mais c'est chiant. De quoi ? Ils sont toujours en train de le regarder, ils sont toujours en train de penser à lui, tout non, ça, c'est ça que tu veux dire ? Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que ça, je veux dire, ça, encore une fois, c'est un truc que tu peux pas, c'est un truc que tu peux pas exiger des gens qui fassent autrement, en fait. Et même moi, tu vois, je l'ai vécu, bon, moi, ça fait, pour faire la petite histoire, ça fait 10 ans que mon père est décédé, et il est décédé d'un cancer de la gorge. Donc, en fait, les derniers mois de sa vie, il avait une tumeur dans la gorge, donc il pouvait plus parler comme avant. Et moi, du coup, j'ai vécu ce que c'est que de voir quelqu'un qui devient différent et d'avoir le même comportement avec lui, même malgré moi, que les gens l'ont avec moi, avec mon handicap, tu vois. Et c'est vrai que t'es démuni, tu sais pas quoi faire. Mais c'est du coup, on l'a tous, à un moment donné, on aura tous ce comportement malgré nous, tu vois. On se pose forcément la question. Et même si on est dans la bienveillance, on se pose forcément la question. Mais là où je veux revenir, c'est que j'imagine que Nog, il a dû avoir une boule au ventre. Enfin, peut-être pas au ventre, puisque c'est un Ferengi. On ne sait pas où est le stress pour les Ferengi. Mais bref, il a dû avoir l'équivalent d'un énorme stress quand il est revenu sur la station. Parce que justement, il allait, malgré lui, imposer un traitement différent aux autres. C'est-à-dire que moi, justement, l'une des choses qui fait que des fois j'ai des passages à vide à cause de mon handicap, et justement ces dernières années, et je crois que Margot, je t'en ai parlé dans quelques 2 fois, c'est justement que les gens doivent continuellement, ils vont devoir se réadapter à toi, en fait, et que quelque part, ça va aussi être une preuve de ton manque d'autonomie, mais malgré tout, c'est un effort que les gens vont faire, et c'est un effort qu'ils doivent faire à cause, entre guillemets, je synthétise, hein, à cause de ta déficience. Déficience que tu ne choisis pas, que toi-même tu subis, et que tu as l'impression de faire subir aux autres. Voilà. Là, tu vois, c'est bête, je prends un exemple tout con, mais il y a 2 semaines, du coup, on était en convention avec Margot, il y a des moments, effectivement, donc je l'ai raconté aussi, on s'est bien marré. Là, quand on va faire notre petit tour pour savoir si on va acheter des goodies, il y a tellement de monde, Margot, elle me prend par le bras, elle me tire, en fait, et elle n'a pas le choix. Mais même si elle ne voit pas ça comme une contrainte, elle me surveille. Elle est obligée de me surveiller. Tu vois, elle est obligée, quand elle me prend pas par le bras, elle est à 2 mètres devant moi, et
de temps en temps, elle est obligée de retourner la tête pour voir si je suis derrière, si je la vois toujours. Et moi, je suis obligé de me concentrer tout ce que je peux. Et des fois, tu te dis, mais j'ai pas envie d'imposer aux gens ça. J'ai pas envie d'aller vers les gens parce que si je vais vers les gens, je vais leur imposer ça. Je vais leur imposer ce temps qu'ils vont prendre en plus pour moi sur certains points précis. Le fait de m'aider à marcher, le fait de m'aider à marcher sans me, enfin marcher, pas mettre un pied devant l'autre, ça je le fais encore très bien. Mais tu vois ce que je veux dire, le fait de me guider, le fait de m'aider à lire un truc, le fait de m'aider à remplir un papier, j'ai pas envie des fois. Tu vois, j'ai vraiment pas envie. C'est une boule au ventre que tu ressens, c'est un poids. Et je pense que tu vois, cette scène peut-être qu'elle est un petit peu exprimée par le fait que, alors tu vas me dire ouais mais c'est parce qu'il boite, du coup il marche plus lentement. Oui mais ça, il reste quand même le dernier à sortir du vaisseau qui vient d'accoster à la station quand il revient, tu vois. Oui, et du coup je me demande. Parce qu'il avait pas envie. Voilà, c'est aussi parce qu'il a pas envie, de se retrouver devant ces gens-là qui l'ont connu au sommet de sa forme. Tu vois, qui l'ont connu à un moment donné où il allait bien, où il pouvait faire ce qu'il voulait, où il pouvait courir sans demander aux autres, sans exiger des autres, en fait, une quelconque forme d'aide. Et tu vois, la première chose qu'il fait, il est obligé, parce que c'est en tant qu'officier, la première chose qu'il fait, il donne l'ordonnance à Sisko. Et j'ai l'impression quand même qu'il est pas fier de la donner. Tu vois, il a envie qu'il l'apprenne, qu'il dise OK et qu'il parte vite, quoi. Il a vraiment pas envie. C'est ça. Et je suis sûr que s'il pouvait se l'éviter, s'il avait pu s'éviter de donner l'ordonnance à Sisko, il l'aurait fait. Oui, c'est certain. Je pense que s'il avait pu. Ouais. Et c'est assez paradoxal ce que tu viens de dire quand même, parce que l'être humain, c'est peut-être un des termes qui sert à définir l'être humain, c'est que c'est un animal social. Et au contraire, on ne devrait pas être gêné de demander de l'aide les uns les unes aux autres, et de même qu'on ne devrait pas être embêté de donner de l'aide aux autres. Mais ça en dit long sur notre société. On vit vraiment dans une société. Non, parce que ça, faut pas oublier que c'est. Non, j'aime bien, je fais des blagues. Est-ce que tu viens de faire le même du Joker là? Oh my god. Déjà, termine une phrase parce qu'on vit dans une société. Moi, je dis, tu peux compléter par. Et franchement, voilà. Tu peux compléter par ça. Mais je sais pas, tout le propos était une blague ou pas en fait? Non, le démarrage du propos, c'est juste que je l'ai commencé sans savoir où j'allais, et donc je me suis dit, je vais finir avec une petite blague. Merci d'avoir. En fait, souligner mon incompétence. Non, t'inquiète pas, c'est moi, et voilà. Et je suis pas fondamentalement d'accord avec ça, parce que même si l'humain est un animal social, l'humain est fier déjà. On a chacun notre fierté. Et t'en vois beaucoup des personnes qui ne veulent jamais admettre leur fierté. Quand t'en as qui sont en burn-out, ils ne veulent pas le reconnaître. On n'est pas du genre à reconnaître de suite qu'on a une faiblesse et à reconnaître qu'on a besoin d'aide, que ce soit par rapport à un handicap, par rapport à une dépression, par rapport à générationnel, je sais pas, c'est juste qu'on a. Non, c'est peut-être. Moi, je pense qu'il y a quand même une part. Peut-être que t'as pas entièrement tort, mais moi, je sais, pour ma part en tout cas, je parle de mon point de vue. Pour ma part, il y a la perception de soi-même, en fait. Donc, ça ne concerne pas les autres. Même si ça atteint les autres, en fait, même si, voilà, moi, c'est avant tout ma propre perception de moi-même qui rentre en jeu et la façon dont je me vois, et je me dis. Si je demande de l'aide aux autres, c'est bien la preuve que j'en ai besoin. Et moi, je ne veux pas en avoir besoin. Je n'ai pas envie d'avoir besoin de cette aide-là. J'aimerais pouvoir être autonome, en fait. Donc, si tu veux, ce poids-là, il est effectivement que moi, j'ai pas envie d'aller embêter les autres avec mes problèmes, mais le fait d'aller embêter les autres, enfin, c'est pas le bon terme, mais le fait d'aller demander de l'aide à quelqu'un, c'est également la preuve que j'en ai besoin. Et parfois, c'est dur à porter. Ce poids est dur à porter en tant que personne déficiente, si tu veux. Voilà, c'est tout. Si je veux aller quelque part, pour certains trucs, il faut qu'on m'amène. J'ai pas le choix, je peux pas conduire. Je dois demander aux autres. Je suis peut-être pas un poids vraiment pour les autres, mais ils doivent réserver une partie du truc. Ils doivent venir avec moi, faire ci, faire mi. Pour moi, en fait, ça leur apportera rien, en fait. Voilà. Mais ils doivent le faire. Alors, je suis content d'avoir un cercle d'amis, une vie sociale très bien remplie là-dessus, avec plein de personnes qui sont aptes sur différents domaines pour m'aider et qui ne le voient pas comme un effort ni comme une contrainte. Mais c'est vis-à-vis, en fait, toi, tu vois ça par rapport à l'ensemble de la société. Moi, je recentre juste sur soi-même. C'est notre propre perception des choses qui nous fait avoir ce poids-là. On n'a pas raison d'avoir on n'a pas raison d'avoir cette perception de nous-mêmes. Mais c'est juste que des fois, on est un poids pour nous-mêmes.
en fait, si tu veux. Et donc, par extension, on ne veut pas l'être pour d'autres personnes. Et on a aussi envie, c'est une façon de se voir aussi, de voir la dignité humaine, on a aussi envie d'être autonome, en fait, de pouvoir faire quelque chose de façon autonome. Et quand tu vois qu'il y a un truc simple, hyper simple, que tout le monde autour de toi arrive à faire, normalement, simplement, facilement, fluidement, que toi, tu ne peux pas le faire, tu ne peux pas le faire. T'en meurs d'envie, mais tu ne peux pas. Et oui, ça te frustre. Surtout quand tu es en train de redécouvrir le fait qu'il y a certaines choses que tu faisais avant. Là, on se recentre un petit peu sur la thématique de l'épisode. Il y a des choses que tu faisais avant et que tu ne fais plus maintenant. Tu vois, moi, par exemple, en début 2022, j'ai dû refaire mon CV. Mais j'avais tellement mal aux yeux à ce moment-là. C'est Margot qui me l'a fait. C'est moi qui lui ai donné les directives, et c'est Margot qui me l'a fait parce que il fallait faire le CV sur fond blanc, puisqu'il faut l'imprimer sur fond blanc, donc il faut que la cartouche d'encre, il faut qu'elle puisse survivre, tu vois. Donc du coup, les fonds blancs, à ce moment-là, à cause de la douleur et des problèmes de santé que j'avais, je ne pouvais pas les gérer, je ne voyais rien sur fond blanc, je pouvais pas en fait, je pouvais plus. Donc du coup, quelque chose que j'ai fait à de nombreuses reprises dans ma vie, il y a des années, il y a 2 ans, 5 ans, 10 ans, là je me rends compte que je ne peux plus le faire. J'ai essayé, j'ai retardé au maximum le fait d'aller vers quelqu'un. Je ne peux pas le faire. Et le problème, c'est que si je demande à Margot, ouais, mais attends, je bosse là. Ok, je vais demander à Eric, enfin à Xafan, on va dire. Je vais appeler Xafan, pardon. Et, ouais, mais là, je suis pas chez moi. Je vais demander à un autre pote. Je demande à un autre pote si personne n'est disponible. Bah, en fait, là, tu es face à ta propre incapacité parce que si personne n'est disponible pour toi, tu ne peux pas. Et ça peut arriver. Donc c'est avant tout notre propre perception de nous-mêmes qui nous fait avoir cette sensation de poids, en fait. Voilà. Ok, bravo, merci beaucoup. De rien, je sais pas pourquoi tu me dis merci, mais bon. Bah non, mais tout ce témoignage était très intéressant et voilà, donc merci, vraiment. Mais ça fait un complément sur l'autre émission sur le handicap, justement, c'est pas mal. On va dire que le mois de juin est un mois spécial handicap. Wow, fais attention à ce que tu dis. On aurait dû faire ça en fin d'année, en fait. Le mois du handicap. Donné au Téléthon. C'est parce que c'est le 3 décembre, la journée nationale des personnes handicapées. En situation de handicap. Wow, ouais, ça va, laisser mon c'est bon. Bien, Margot, vas-y. Oui, pardon, j'aimerais revenir juste sur un truc, parce que j'ai tendance à être attentive à ce genre de détails-là. Il y a beaucoup de chansons dans cet épisode. Et ben. Ce sont des chansons de crooner qui sont chiantes, c'est toutes les mêmes. Non, elles le sont pas. Elles sont super bien. C'est pas tant la forme qui m'intéresse. Life is all about. C'est toutes les mêmes, les crooners, c'est tous les mêmes. C'est toutes les mêmes chansons. C'est tout le temps la même. C'est du jazz, c'est du jazzy en même temps. Voilà. Pas du jazz. C'est de la chanson de crooner. Bon, vas-y Margot, excuse-moi. Ouais, voilà, en fait, c'est pas tant la forme qui m'intéresse, c'est le fond, parce que toutes ou presque des chansons qu'on entend dans cet épisode, elles ont un rapport, en fait, avec l'épisode et l'évolution de l'épisode. Et ça, c'est cool, vous voyez. Genre, la chanson, la toute première en fait, celle que Nog écoute dès le début, je sais pas si les paroles en elles-mêmes ont un sens par rapport à l'épisode, parce que j'ai du mal à le voir, parce que la chanson est une chanson d'amour qui parle de revoir une personne aimée ou quelque chose comme ça, peut-être. Enfin, il me semble que c'est ça. Donc celle-ci, je sais. Peut-être bien que c'est ça, ouais, on va savoir. Je sais pas. J'y réfléchirai peut-être après parce que ça va peut-être me venir, j'en sais rien. Mais toutes les autres chansons en fait ont un sens. Par exemple, j'apprécie beaucoup. Alors, je crois que c'est la chanson, justement, It's Only a Paper Moon. Donc, c'est la deuxième qui est chantée dans l'épisode. Il y a celle où il fait It's Only a Paper Moon. Non. Je sais plus, je me rappelle pas les moments. Et autant, voilà, déjà, il y a la référence au titre de l'épisode parce que It's Only a Paper Moon, je trouve qu'ils ont très justement traduit le nom de l'épisode en français. Ça s'appelle Ce n'est qu'une illusion. Bon, c'est très frontal comparé au titre anglais, mais clairement, ils ont compris l'idée, quoi. Voilà, ils se sont dit, ok, on a pigé où tu voulais en venir, quoi. Et dans cette chanson, du coup, il y a une phrase en particulier qui m'a frappée où Vic dit It wouldn't be make-believe if you believe in me. Et j'aime beaucoup cette phrase parce qu'elle résume bien le côté la fiction qui peut avoir un impact, en fait. Le pouvoir de la fiction, c'est l'émotion, en fait. C'est-à-dire que même si c'est de la fiction,
Quoi? Ah, pardon, excuse-moi. Donc, it wouldn't be make believe if you believe in me. Ça veut dire, ce ne serait plus faire semblant si tu crois en moi, en fait. Bon, après, en anglais, tu as ce jeu de mots entre le make believe et le believe in, tu vois, mais enfin, grosso modo, ça veut dire ça. Et du coup, voilà, pour moi, ça touche vraiment à cette thématique, du coup, de dire que même fictif, à partir du moment où tu ressens des émotions, alors c'est réel, en fait, entre guillemets. C'est-à-dire que Nog, même s'il vit dans ce Holo Suit qui est complètement fictif, ça a un impact sur lui, ça l'aide mentalement. La fiction a un impact, en fait. Et cette chanson, elle résume parfaitement ça, en fait, je trouve. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre déjà comme autre chanson? C'était I've got a string on my. Non, Oui, je pense que j'y reviendrai après quand on parlera peut-être un peu plus de Vic en lui-même, mais c'est vrai que cette chanson-là, c'est la chanson de Vic. C'est clairement la chanson de Vic où il dit quelle vie. Sauf que de base, Vic Fontaine ne connaît pas la vie en fait, et il découvre vraiment la vie entre guillemets dans cet épisode-là. Et le fait qu'il rechante la chanson à la fin, c'est vraiment c'est la fin de son arc en fait, dans cet épisode-là en tout cas, où il découvre un petit peu ce que c'est la vie pour de vrai. Il se rend compte qu'il y a droit et il se dit ça va être génial et tout, et oh là là, quelle vie ça va être de pouvoir avoir des vrais tracas, des vraies inquiétudes et tout, mais vivre pour de vrai quoi. Et c'est vraiment cool. Mais du coup, il y en a une troisième dans l'épisode dont je me souviens plus. Attendez, j'essaie de. J'arrive pas à me souvenir laquelle c'est la troisième. Mais si, tu sais, c'est celle où il fait. Oh my god. Il va falloir que tu arrêtes. Attends, parce que justement, j'avais noté, enfin, je l'ai pas noté, mais il y en a peut-être une quatrième, alors je sais pas laquelle c'est, mais. C'est la troisième que j'ai oubliée. Il y a la deuxième, je l'ai dite, la dernière, je l'ai dite, la première, elle est, je n'ai pas encore trouvé sa signification, mais la troisième, je n'arrive pas à me souvenir ce que c'est. Je crois que quand il chante une des chansons qui s'appelle, je crois, Sophisticated Lady, quand il y a Jake et sa copine qui arrivent. Il me semble que c'est une chanson. C'est parce que c'est une des moins connues et on entend. Voilà, c'est pour ça que je te dis, on a peut-être une quatrième. C'est pas celle-ci dans ce cas que je pense, parce que. Attends, je vais faire une petite recherche vite fait, hein. Parce que pourquoi pas. Ouais, c'est I've got the world on a string, voilà, c'est celle qui chante à la fin. It's only a paper moon, il y a celle-là. All the way, c'est celle par rapport à Jadzia. Donc c'est pas dans cet épisode. Old Black Magic. Ouais, peut-être, je sais pas. Alors attends, voilà, cover version. Ok, oui, c'est des chansons de Ella Fitzgerald, je crois, à la base. Ah non, elles viennent toutes d'artistes différents. Pardon, my bad. En fait, il faut savoir qu'elles viennent tous d'artistes différents, mais beaucoup viennent de Frank Sinatra de base, et que l'acteur Vic Fontaine, donc joué par James Darrell, a vraiment repris toutes ces chansons et en a fait vraiment des chansons. C'est un chanteur de carrière de base. Voilà, et qu'il a fait un album en 99 qui regroupe toutes les chansons. Alors pas joué exactement comme dans Deep Space Nine, mais qui regroupe toutes les chansons du coup qu'il a fait dans DS9 quoi. Voilà. The Way You Tonight, c'est la fin du coup. Il cite pas les autres chansons, c'est fou. On va peut-être pas rester là-dessus trop longtemps. Oui, certes. Mais voilà, tout ça pour dire que si, en fait, les chansons ont une importance, parce que les chansons suivent totalement le rythme du récit et l'évolution des personnages dans le récit, en fait. Et c'est ça que j'adore. Après, oui, tu peux dire qu'effectivement, les chansons se ressemblent ou ce que tu veux et tout, mais les paroles en elles-mêmes ont une importance, en fait. C'est ça que je voulais dire. C'est la symbolique, tu vois. La symbolique, c'est important. Voilà. Oui. Après peut-être qu'il faut voir ça. Tu sais, on parlait du fait de tomber dans la fiction et tout machin. Mais peut-être que justement, il faut résumer en disant justement que la fiction peut nous permettre de nous structurer pour le monde réel. Et je pense que ça rejoint ce que tu disais au début, Margot, et que justement, c'est ce qui va arriver à Nog. Que ce qu'il va ressentir dans la fiction va l'aider à se restructurer et à se reconstruire pour retourner dans le monde réel. Oui. Voilà, cet apport que la fiction a en fait. Et justement, c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on aime Star Trek en fait. Voilà.
Ok, donc c'est peut-être moi qui suis juste un peu trop blasé ou qui suis passé à côté cette fois, mais bon, ok. J'ai trouvé que c'était un petit peu tarte à la crème, quoi. Un petit peu, oui, bon, ben oui, ok, oui. D'accord, ok. Tarte à la crème. Ok. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Je l'ai trouvé un peu léger, un peu facile. Et limite, tu vois, ça aurait peut-être mérité d'être sur 3 épisodes, tu vois, où ce n'est pas forcément le sujet central hein, du truc, mais premier épisode, Nock débarque et puis on voit qu'il est en pleine dépression, machin truc. Fin de l'épisode, il va voir le holodeck. Et puis deuxième épisode, il passe tout le truc dans le holodeck, ça va mieux et tout, dispute avec Jake, tout ça. Et puis dans le troisième épisode, machin, un peu plus dilué, on aurait pu, enfin peut-être que j'aurais ressenti un peu plus d'empathie. Là, j'ai trouvé, je sais pas, mais bon après, voilà, peut-être que je suis passé à côté cette fois parce que je ne me souviens pas les fois précédentes à chaque fois, enfin quand je les ai vus, voilà, c'est pas, Mais je sais que ben, peut-être que quand tu refais la série, en fait, dans la continuité, il gêne moins. Parce que là, Ouais. là on l'a vu de façon totalement unique. Mais effectivement, quand tu as cet épisode et que tu regardes tout Deep Space Nine, 2-3 épisodes avant, tu l'as vu se faire blesser, tu l'as vu Ouais. se faire blesser en faisant son devoir. Et tu Ouais. vois, on te montre l'horreur de la guerre, on te la montre vraiment le plus brutalement du monde. Et t'as 2 épisodes sans lui, et puis paf, là il revient. Et donc du coup, Ouais. tu te dis, ah oui, il y a ça, putain, c'est vrai et tout. Et voilà, donc peut-être que dans la continuité de C'est la peut-être série, ça ça, hein, gêne parce que moins que. la première note, c'est ah, ça fait plaisir de voir Ezri, parce que dans mon visionnage actuel, là, j'en suis au courant de saison 5, donc Jadzia n'est pas morte et Ezri n'est pas encore là. Et du coup, ouais, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça. T'as raison. Ok, bon. Eh bien, écoutez, à moins que vous ayez d'autres choses à dire sur It's Only a Paper Moon. Après, je pense qu'on l'a un petit peu couvert, mais par rapport à Vic, effectivement, en tant que personnage, parce que à la base, enfin, j'allais voir l'épisode tout à l'heure un peu en me disant, bon, c'est l'épisode qui tourne autour de Nog et vraiment juste de lui. Alors qu'en fait, non, Vic a aussi une très grosse évolution dans cet épisode quand on regarde bien, et on en avait discuté vite fait avec Guillaume tout à l'heure, et c'est vrai que en fait, c'est un épisode qui se concentrait vraiment sur les deux, quoi. C'est pas juste Nog, et voilà. Et j'aime bien son évolution parce qu'en plus ça, en fait, j'aime bien ce. Alors ils ont fait un petit peu pareil aussi avec le Docteur qu'ils ont pu plus développer dans Voyager, mais ça reste un programme qui est conscient qu'il est un programme. Et ça reste, mine de rien, dans les holodecks, comment on les voit dans Star Trek, comment cette partie-là de Star Trek, ça reste une exception, en fait. Et lui et le Docteur restent une exception parce qu'il est conscient d'être un hologramme. Et j'aime énormément. D'ailleurs, je crois qu'à un moment donné, je te l'avais peut-être ressorti cette phrase, Margot, dans une situation déterminée. J'aime énormément la phrase qu'il dit à Nog à la fin, quand il coupe lui-même le programme et quand tu vois, t'as O'Brien qui s'en va. Parce qu'O'Brien, tu sens O'Brien qui a envie d'aider Nog et tu sens que, tu sens qu'avant qu'O'Brien se lève, il a une petite seconde où il se dit j'aimerais bien l'aider, mais je me sens totalement impuissant. Et du coup, il se résigne, il s'en va. Et juste après, t'as Vic qui lit cette phrase. Alors, je vais la citer en VF, puisque je regarde en VF. Qui lit cette phrase: si tu continues dans cette voie-là, si tu restes dans le holodeck avec moi, tu vas mourir. Pas au sens physique, pas au sens physique du terme, mais tu vas mourir à petit feu et au final, tu seras un être aussi désincarné que moi. Voilà. Et je trouve la phrase extrêmement impactante. Je l'ai ressortie dans plusieurs situations pour aider des gens et elle fait son petit bonhomme de chemin des fois à la phrase. Et je la trouve très très bonne et très très impactante. Et voilà. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'adore le personnage de Vic. Voilà. Alors, moi, perso, c'est une autre phrase dans cette conversation qui m'a marquée. C'est une phrase qui m'a rappelé Hamilton, enfin la comédie musicale Hamilton. C'est quand ça faisait longtemps. Ouais. Quand il lui dit at least you're in the game, c'est-à-dire que il exprime le fait que oui, certes, tu as peur, t'as pas envie et tout, mais toi au moins tu peux vivre en fait, parce que Vic, son truc à lui, sa malédiction entre guillemets, c'est qu'il pourra jamais vivre, peu importe ce qu'on fait pour lui en fait. Et lui dit ouais, mais toi au moins tu as la possibilité de vivre pour de vrai. Et en fait, là comme ça, la manière dont il l'a formulé, ça m'a rappelé effectivement la comédie musicale Hamilton, où on a
le héros qui est déterminé à tout faire pour atteindre ses objectifs, même à prendre des risques, même à salir et tout. Et en face de lui, il a un adversaire qui, lui, attend constamment son moment et qui est toujours en mode, oui, j'attends le bon moment pour agir, pour machin et tout. Et au bout d'un moment, Hamilton lui dit juste, mais mon gars, tu t'obtiendras jamais rien si tu attends, en fait. C'est-à-dire que si tu agis, oui, tu obtiendras de l'amour, oui, tu obtiendras de la haine parfois, mais tu n'obtiens rien si tu attends. Et je sais pas pourquoi ça m'a... Mais c'est le reste de sa phrase, puisqu'après il continue en disant tu as des cartes en main pour jouer dans ta vie, tu joueras, tu perdras, et tu joueras, tu gagneras, mais au moins tu pourras jouer. Au moins tu joueras, voilà exactement. C'est totalement le truc de il faut agir, il faut pas attendre passivement, il faut agir pour vivre en fait, tout simplement. C'est ça. Et comme disaient certains enfants très intelligents, si on attend d'être prêt, on attendra le reste de notre vie. Voilà. C'est ça. Jolie référence à la merveilleuse série tirée du livre qu'elle m'a fait découvrir récemment, des livres, des désastreuses aventures des enfants Baudelaire, si je dis bien le titre. Ok. Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, ouais. Bon, les orphelins Baudelaire, pardon, c'est vrai. Si ça vous va, je pense qu'on peut utiliser ça comme phrase conclusive pour cet épisode très intéressant sur cet épisode de Star Trek. Deep Space Nine, je cherchais le mot, désolé. Merci beaucoup à tous les deux. C'était comme d'hab un plaisir de faire ça avec vous. On se retrouve bientôt, très bientôt, pour un tout autre sujet. À bientôt, Margot. Et à bientôt, bonne soirée. Comme d'habitude, c'était un plaisir pour moi aussi. Hein. En plus, c'est un épisode que j'adore, donc voilà, j'étais contente de participer. Et à bientôt, Guillaume. À bientôt, Rémi. Merci pour l'invitation. Je sais plus si j'ai enregistré la dernière fois. Non, mais voilà. Je t'ai engueulé. Ouais, non, tu l'as pas enregistré, c'était après. Non, c'est pour ça que je te fais un petit peu le running gag. On expliquera un jour. Je vais l'expliquer maintenant. À chaque fois qu'on enregistre, Guillaume et moi, donc ça fait 3 ans qu'on enregistre ensemble assez régulièrement. Et pourtant, à chaque fois, il termine en disant merci pour l'invitation. T'es pas invité, hein, t'es chez toi là. Bref. Alors non, c'est pas ce que t'as dit hier. Non, c'est pas ce que t'as dit hier. Hein. Hier, t'as dit non, t'es pas invité, t'es convoqué en fait. Hein. Quand je te demande d'être là, t'es là. Carrément, c'est un examen quoi le truc. Voilà, c'est une convocation, hein, c'est pas une invitation. C'est ça que t'as dit hier. Tu as Discord d'ouvert là avec toi ? Oui. Ouais, tu peux aller sur le Discord de Star Trek pour les nuls, s'il te plaît ? Ouais. T'inquiète, on a tout le temps. Et là, hop, banni. Non. D'accord. Ok, donc tu regardes tout à droite la liste des membres présents. Alors attends, parce que évidemment je ne suis pas connecté, donc je vais cliquer dessus. Il me demande d'y aller quoi. Ouais, voilà. Donc ça y est, je suis présent. Donc regarde tout en haut. Oui, tout en haut. Tu vois, est-ce que tu peux lire mon pseudo, s'il te plaît ? Ici, Imperator. Voilà, Imperator. Et juste au-dessus de mon pseudo, il y a marqué quoi ? 01. Non, c'est un Q. Ah, d'accord. Tu l'as bien dit. Ah oui, d'accord. Okay, tu l'as bien fait remarquer. C'est moi le chef. Donc taisez-vous et obéissez-moi. Allez, bonne soirée à toutes et à tous. À bientôt. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Wow. Galaxy Pop.